Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conférence organisée par l'IGPDE, à l'Institut de formation porté par le ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit donc d'une nouvelle conférence en ligne d'un format intitulé « L'économie et le changement climatique ». Elle est réalisée en partenariat avec la sous-direction de l'innovation pour les transformations au sein du ministère de la Transition écologique et avec le Conseil d'analyse économique. Et donc, le thème de cette conférence en ligne, changement climatique, transition écologique, quelles conséquences sur l'emploi et le travail? On va en parler avec nos 5 intervenants. Nathalie Croiset, déjà je me présente, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une conférence en ligne sous ce format. Hélène Garner, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du département Travail, Emploi, Compétences à France Stratégie et vous allez pouvoir éclairer aussi les propos d'un autre intervenant. Emmanuel Schneider, merci beaucoup d'être avec nous, chef du pôle mobilisation au sein du SGPE, le secrétariat à la planification écologique. Pour parler également de ces sujets, François Fontaine, bonjour, économiste du marché du travail, professeur à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris 1, et également membre du Conseil d'analyse économique, donc qui organise et qui est en partenariat sur cette conférence. Merci beaucoup à vous, Anne-Juliette Lecourt, d'être avec nous. Bonjour, vous êtes secrétaire confédérale en charge de la transition écologique juste. Ça, c'est un point aussi important dont on parle de plus en plus à la CFDT. Et à vos côtés, c'est important aussi d'avoir, on va dire, des profils différents, divers et variés pour parler de ce sujet. Antoine Durand, qui est responsable transition écologique et emploi au réseau Action Climat. Merci beaucoup à tous les 5 d'être avec nous. Vous allez voir, ça va être dense parce qu'on a beaucoup d'intervenants. Je pose un petit peu le sujet. Les conséquences du dérèglement climatique impactent divers secteurs d'activité. Ça, on le sait, l'agriculture, le BTP, en passant par l'industrie et les transports. Il ne faut pas oublier aussi les problématiques de biodiversité, de pollution de l'air, des sols, des eaux. Donc, on va parler évidemment globalement des enjeux de la transition écologique. Face à ces défis, les transformations nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont inévitables et entraînent des bouleversements significatifs dans le monde du travail. Mais ces changements doivent-ils être perçus comme une menace pour l'emploi ou au contraire comme une opportunité pour la création de nouveaux emplois? On peut se poser plein de questions. Est-ce qu'on va avoir une destruction massive dans les secteurs traditionnels ou alors on va aboutir à une réallocation des emplois entre métiers et secteurs? Comment les compétences aussi vont-elles évoluer? Vous voyez, on a beaucoup de questions à évoquer. Évidemment, il faut anticiper, préparer aussi les salariés, le monde de la formation, les territoires aux défis à venir. Vous voyez, c'est un petit peu toutes les thématiques qu'on va évoquer lors de cette conférence en ligne. Donc, il y aura 2 temps. On va commencer par parler plus globalement, on va dire, de l'emploi, puis on abordera ensuite la question du travail. On doit dire, même si les deux sont évidemment intimement liés. Alors, quand on parle évidemment de ces sujets-là, il faut poser, on va dire, quelques chiffres, faire de la prospective, se demander comment on peut mesurer et prévoir l'impact de la transition écologique sur les créations, les destructions, les réallocations d'emplois. Donc, je vais me tourner en premier vers Emmanuel Schneider, puisque en juillet dernier, le secrétariat général à la planification écologique a dévoilé une publication avec un certain nombre de chiffres en termes d'emplois, justement, de création d'emplois, les secteurs en jeu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis après, Hélène Garner, évidemment, parce que vous travaillez aussi conjointement et vous appuyez sur France Stratégie, vous pourrez un peu illustrer ces propos. Et je précise juste aussi à ceux qui nous suivent, qui peuvent poser leurs questions en ligne dans le chat. J'ai juste devant moi une tablette pour pouvoir prendre ces questions. Voilà, je vous passe la parole, Emmanuel Schneider. Excellent, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, alors, faut toujours prendre avec une forme d'humilité et de recul les chiffres qu'on publie. C'est de la prospective Horizon 2030. On voit que ce qu'on a pu sortir en 2019, on n'aurait pas été en mesure de prévoir plein de choses qui se sont passées depuis, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de poser une forme de cap. Le deuxième chose que je souhaite dire avant de rentrer en détail dans les chiffres, c'est que ce travail, effectivement, nous, on l'a publié au nom du SGPE sur notre site internet, mais c'est bien évidemment un travail multipartite avec France Stratégie à l'ordre 1, mais on a aussi les Cariforef, France Travail, des partenaires sociaux, des ONG. Beaucoup d'administrations ont contribué, donc nous, on a fait l'agrégateur d'un certain nombre de travaux, mais l'essentiel des politiques publiques et des analyses et des chantiers sont portés par d'autres acteurs, naturellement. Ceci étant dit, de quoi on parle quand on parle emploi et transition écologique? En tout cas, les convictions qu'on a développées. Premièrement, et c'est un sujet qu'on a tendance à sous-estimer, c'est que déjà on a un certain nombre de défis à relever qui ne sont pas évidents et qui se rajoutent à des difficultés structurelles qui existent déjà dans les secteurs que vous mentionnez. C'est des secteurs qui sont déjà pour beaucoup en tension de recrutement, où il y a une pyramide des âges parfois défavorable, qui souffrent d'un déficit d'attractivité de leur métier fort. Je prends un exemple dans le BTP, on a moins d'1 personne sur 2 qui est formée dans le BTP qui y travaille 3 ans après.
Et on pourrait parler d'autres sujets, on y reviendra peut-être ultérieurement, sur les sujets de pénibilité perçue et réelle. Et sur ces secteurs-là, la transition écologique va créer de la demande supplémentaire, de la demande de main-d'œuvre, parce qu'on a des tâches supplémentaires à mener, on doit plus rénover de logements, on doit conduire plus de bus, on a besoin de davantage de soudeurs ou d'électriciens pour électrifier, etc. Et donc ça crée une difficulté supplémentaire, et pour les pouvoirs publics, pour l'administration et le gouvernement, ça nécessite de beaucoup mieux coordonner à la fois des politiques sectorielles sur le sujet de la transition écologique et des politiques en faveur de l'emploi. Tout ça à la fois à une échelle nationale et régionale. Donc on a un double sujet de coordination à avoir, et c'est là où nous on essaye de mettre notre pierre à l'édifice. Peut-être pour donner quelques grands messages importants pour nous. Premièrement, et ça c'est un point positif qu'on retrouve dans plein de rapports, c'est que si on réussit la transition écologique, à horizon 2030, on devrait avoir une création nette d'emplois. Et ça, c'était pas évident pour nous au départ, de se dire on va toujours, il y a un risque de destruction en certains cas. Globalement, et ça se retrouve dans pas mal d'études, on devrait avoir une création nette. C'est pas une création nette où on va parler de millions d'emplois à court terme, on a une création nette positive. On en est entre deux, voilà. Après, l'ordre de grandeur, ça dépend ce qu'on prend, parce que dedans, on a des ambitions politiques affichées de réindustrialisation plus ou moins importantes. Voilà, en fonction du scénario qu'on prend, effectivement, nous, globalement, l'ordre de grandeur de 200 000 pour les secteurs dont on parle est relativement cohérent avec nos approches. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça veut dire que c'est si on réussit la rénovation des bâtiments, et on voit qu'en termes de trajectoire, c'est difficile. Ça veut dire que dans l'agriculture, on réussit le défi du renouvellement générationnel, ce qui est aujourd'hui tendanciellement compliqué. C'est-à-dire qu'on réussit à former massivement beaucoup de salariés. Donc, c'est effectivement une tendance. C'est pas aujourd'hui en soi c'est pas une certitude qu'on y arrive. Deuxième point qui est important tout de même, c'est que ça ne veut pas dire que dans certains bassins et certains tissus industriels, il n'y aura pas des destructions d'emplois ciblées, mais qui nécessiteront un accompagnement fort, social notamment. On pourra y revenir. L'autre sujet qui est le deuxième pour moi grand message, si je dois en donner trois, c'est aussi que l'essentiel des besoins nouveaux posés par la transition écologique en nombre, à peu près 90%, c'est des profils qu'on va qualifier de niveau 3 à 5, donc fameux bac-3, bac+3, technicien ouvrier qualifié, qu'on a tendance à parfois moins évoquer ou dans le débat public, mais qui sont en fait essentiels si on veut réussir une grande partie de ces défis. Et le dernier point qui est important quand même, qui découle un peu de ce que j'ai dit, c'est que si on veut qu'en 2030, les nouveaux entrants sur le marché du travail aient les bonnes compétences, connaissances, gestes dans les secteurs dont on parle, vu qu'on met en moyenne au moins 2 à 3 ans pour les former, ça veut dire que d'ici 2027, il faut qu'on ait renouvelé beaucoup de contenus de formation. Et si on veut renouveler les contenus de formation d'ici 2027 et former les professeurs en conséquence, ça veut dire qu'on a une fenêtre de tir de 2-3 ans pour mener un chantier titanesque de refonte et d'ajustement des contenus et des places de formation, notamment professionnelles. Et ça, c'est majeur comme défi. Voilà un peu les... Très bien, parce que comme ça, vous posez aussi tous les enjeux qui vont créer le débat sur cette conférence. Alors, Hélène Garner, déjà quelques chiffres qui ont été évoqués vous-même, et puis comme disait Emmanuel Schneider, il ne travaille pas tout seul aussi, évidemment, avec beaucoup de structures, dont France Stratégie. Vous avez aussi fait de la prospective sur ces métiers à horizon 2030. 2030, c'est demain, il faut le dire. C'est demain, on s'en rapproche chaque jour. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, France Stratégie, c'est un organisme de prospective qui est placé auprès du Premier ministre. Et donc, traditionnellement, on mène des exercices de prospective avec l'adresse du service statistique du ministère du Travail. Donc, on a publié en 2022 le 4e exercice de prospective, qui s'appelait donc les métiers en 2030, donc c'est bien notre horizon. Et on fait plusieurs scénarios, et donc on avait un scénario de référence et puis un scénario dit bas carbone, dans lequel on respectait la stratégie nationale bas carbone 2, c'est la dernière connue. Et donc, en différentiel par rapport au scénario de référence, en fait, l'atteinte de nos objectifs en matière de transition écologique, ça permettait de créer environ 200 000 emplois. Sur les ordres de grandeur que vient d'évoquer Emmanuel. Dans ces 200 000 emplois de création, c'est surtout dans le bâtiment. C'est évidemment le secteur du bâtiment qui tire la création, la rénovation des bâtiments, c'est massif. Et également les services aux entreprises et l'agriculture. Donc, une création nette, ça, effectivement, tous les rapports convergent aujourd'hui à peu près pour dire que la transition écologique, elle va créer de l'emploi, un volume relativement limité, mais les enjeux, c'est effectivement à l'intérieur des secteurs, donc intrasectoriels et intersectoriels, de bien anticiper et accompagner les réallocations.
Nous, on a travaillé... Il y a eu un petit souci de son au démarrage. Pardon. C'est pour ça, mais maintenant, on vous entend très bien. Donc, d'accord. excusez-nous pour le petit à-coup au niveau du son. Mais on vous entendait par le biais, un peu plus loin par le biais d'autres micros. D'accord. Donc, voilà. Donc, non, mais je décris le scénario bas carbone Ouais. donc, de notre exercice de prospective dans lequel on atteint nos objectifs climatiques à horizon 2030. On a fait un travail spécifique sur la rénovation énergétique des bâtiments qu'on a publié l'an dernier, où on a vraiment regardé finement les besoins en emploi au niveau par métier et par région. On va y revenir, hein, mais l'enjeu territorial, il est évidemment très important parce que les créations et les destructions, elles ne sont pas réparties de manière homogène sur l'ensemble du territoire, donc il va falloir aussi anticiper les mobilités pour accompagner ces réallocations. Et donc la rénovation, enfin le bâtiment en général, c'est un secteur important parce que c'est le secteur qui sera le plus créateur d'emplois si on arrive à atteindre nos objectifs. Effectivement, c'est beaucoup de métiers d'ouvriers, ouvriers qualifiés du second œuvre, ouvriers qualifiés du gros œuvre, donc derrière c'est des charpentiers, des électriciens, des plombiers. Ce sont des métiers qui sont aujourd'hui en tension, pour lesquels on prévoit d'importants départs en fin de carrière d'ici 2030. Donc ça, nous, on essaye de modéliser tout ça, c'est-à-dire qu'on regarde la pyramide des âges aujourd'hui par métier, et puis on projette, et à 10 ans, on estime la part des salariés qui quitteront l'emploi. Et donc, les créations d'emplois plus les départs en fin de carrière, ça fait à peu près 630 000 postes à pourvoir dans le secteur du bâtiment d'ici 2030. Donc c'est énorme. Oui, en termes de formation. Un secteur qui est déjà en tension aujourd'hui, qui a déjà des difficultés de recrutement. Donc il y a vraiment un enjeu, enfin il y a un enjeu d'attractivité, effectivement, dans les filières de formation, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir des filières de formation, il faut qu'il y ait des gens qui y aillent. Ensuite, ce qu'évoquait Emmanuel, le passage entre fin de la formation et emploi, donc c'est l'attractivité des métiers. Et ça passe aussi par une amélioration de la qualité des emplois, des passerelles aussi, parce que ce sont des métiers pénibles dans lesquels durer longtemps pose des soucis en termes de pénibilité. Donc c'est aussi prévoir des passerelles vers d'autres métiers. Et il y aura aussi des créations d'emplois dans des métiers plus qualifiés de cadres, de coordinateurs de rénovation énergétique, etc. Donc, il y aura aussi architectes, il y aura aussi des métiers de cadre et donc des métiers d'évolution professionnelle. Alors, je vais faire réagir François Fontaine. Alors, tous les éléments que vous posez, évidemment, on va y revenir, notamment la dimension de territoire dont vous parliez. On va s'appuyer avec vous un peu sur les notes du CAE, l'approche que vous avez aussi sur ces sujets-là. Donc, on essaye de mesurer, on va dire, d'avoir quelques chiffres, une vision des emplois qui pourraient disparaître, d'autres qui pourraient être créés. Donc, vous, quelle approche vous avez ? Alors, tous ces travaux ils sont un peu complémentaires, je pense. Donc, dans ce qu'on a fait avec le CAE, c'est quelque chose de peut-être un peu plus modeste. C'est-à-dire qu'on a essayé de modéliser quel pourrait être l'impact, en gros, d'un renchérissement des énergies carbonées. Parce que, in fine, il y a beaucoup de choses qui se traduisent au bout du bout par le fait que utiliser du gaz ou utiliser d'autres énergies carbonées, ça va revenir plus cher. Et on a essayé de regarder l'effet que ça avait avec un grand nombre de modélisations différentes. Enfin, un grand nombre, 3 modélisations différentes. Et en gros, je pense qu'on retrouve certains éléments qui ont été donnés ici. La première chose, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison de dire que la transition, elle va détruire énormément d'emplois de manière nette. Et effectivement, dans certains scénarios, d'ailleurs en utilisant des modèles qui sont un peu ceux qui sont utilisés aussi par France Stratégie et ailleurs, on a une petite création nette positive. Alors, on voit aussi que y a un grand intervalle de confiance, c'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup d'erreurs, donc il faut être très modeste. Moi, mon point de vue, c'est de dire, on connaît pas trop l'effet emploi. C'est relativement neutre, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet net très modeste, mais en fait énormément de réallocation, parce que ça cache cet effet net, beaucoup de création et beaucoup de destruction. La seule chose, ce que je peux ajouter aussi, c'est que ce qu'on a vu, et ce qui est un peu évident, ce qui a été dit en fait aussi implicitement dans les propos qui ont été juste avant, c'est que tout ça, c'est très conditionnel aux politiques économiques. Pourquoi ? Parce que il va falloir que la demande suive. On veut faire de la rénovation, mais il faut que les personnes qui souhaitent rénover aient l'intérêt, entre guillemets, à le faire, ou en tout cas les moyens de le faire, même si l'État peut le faire aussi en partie par lui-même. Il faut aussi éventuellement que les technologies suivent. Et ça, c'est pas complètement évident. Et il y a une deuxième chose, c'est que, encore une fois, il y a un moment où le prix du carbone va devoir suivre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que les énergies carbonées, de manière générale, elles se renchérissent. Pourquoi ? Parce que il faut que ça devienne plus coûteux de les utiliser. Il faut que ça devienne avantageux, par exemple, encore plus avantageux de faire isoler son logement ou de faire isoler son entreprise.
de manière à ce que derrière ça suive. C'est-à-dire que pour les entreprises, ce soit aussi plus profitable de le faire, que les salaires des personnes qui soient derrière soient aussi plus avantageux pour qu'il y ait davantage de personnes qui viennent sur ces métiers. Enfin, il y a toute une chaîne comme ça, et cette chaîne, elle dépend quand même beaucoup de ce prix relatif des énergies carbonées. Donc ça, j'aimerais insister que on peut faire plein de politiques économiques, on peut subventionner plein de choses, mais à la fin, il faut quand même qu'il y ait un intérêt relatif à ne pas aller vers le carboné. C'est très bien parce que vous ouvrez plus largement le sujet. Alors Anne-Juliette Lecourt, du côté de la CFDT, vous regardez évidemment tout ça de près. Quels sont les premiers commentaires que vous pouvez faire à cette prospective autour de l'impact sur les créations, destructions, réallocations d'emplois? Oui, alors du coup, on suit ça de près. Pourquoi? Ça peut paraître surprenant pour une organisation syndicale. À la CFDT, donc on a publié récemment notre manifeste pour la transition écologique juste, qui justement pose cette question de l'emploi. Alors, d'abord, pour poser le cadre, l'idée de la transition écologique, c'est à la fois une méthode juste, c'est à la fois une méthode et puis un objectif. C'est cadré par les principes directeurs de l'OIT. L'accélération des transformations écologiques, physiques évidemment, ça s'appuie évidemment sur la technologie et l'innovation, mais c'est aussi lutter contre les inégalités sociales ou autrement dit embarquer tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est préserver les ménages, que ce soit les plus vulnérables mais aussi les ménages moyens, parce qu'on voit aussi des processus d'aggravation d'inégalités ou de basculement vers la précarité. Et puis c'est aussi embarquer tous les travailleurs, que ce soit les demandeurs d'emploi déjà existants, mais également les travailleurs en poste qui vont voir leur emploi impacté. Alors plus ou moins, mais en général, il va y avoir de la destruction d'emplois, de l'évolution de l'emploi à la marge, peu de création de nouveaux emplois, mais on y reviendra plus tard. Et puis le travail va aussi être impacté. D'ailleurs, il est déjà impacté, parce que quand on parle de transition écologique, on parle de transformation écologique, mais aussi de l'impact qu'a les changements environnementaux sur le travail. Et on pourra y revenir plus tôt. Dans le deuxième temps, vous allez beaucoup développer évidemment ce que vous étudiez en matière de travail. Là où c'est très important pour nous, c'est justement pouvoir s'appuyer sur ces prospectives, poser un récit sur quel va être l'impact déjà sur l'emploi, pour pouvoir défendre la question de l'emploi. C'est une variable stratégique. Il suffit pas juste de transformer une technologie, de changer d'énergie. Il va falloir embarquer les travailleurs parce que c'est eux, d'une part, qui sont impactés. On a parlé d'attractivité et de pénibilité déjà. Et puis, c'est eux qui vont mettre en œuvre ces transformations très concrètement dans l'entreprise. Donc, il y a inévitablement une question de travailleurs. Ça a été dit tout à l'heure, il faut des conducteurs de tram pour pouvoir faire du report modal, très simplement. Et donc, ça permet de poser la spécificité de la transition écologique par rapport aux autres mutations, c'est-à-dire qu'on s'impose un chapeau suivant les limites planétaires, et donc il va falloir transformer notre tissu économique pour pouvoir rentrer dans ces limites planétaires, et donc ça nécessite d'anticiper. C'est pas l'innovation ou les tendances de marché uniquement qui vont transformer en fait le tissu économique, les stratégies des entreprises et impacter l'emploi. C'est vraiment quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes, et c'est ça la spécificité de la transition écologique, et il faut maximiser les opportunités d'emploi et minimiser les risques. Et donc ces travaux sont extrêmement utiles et importants pour nous. Antoine Durand, aussi de la même façon, à Réseau Action Climat, comment vous vous emparez aussi, si je puis dire, de ces travaux qu'on a commencé à présenter? Merci pour l'invitation. Ces travaux sont d'un grand intérêt. On partage vraiment ce qui vient d'être dit assez largement. En tant que réseau, on fédère les associations qui travaillent pour la préservation de l'environnement, et Réseau Action Climat travaille spécifiquement en termes d'expertise sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique. Et on porte une attention à l'emploi puisque on est attentif à la transition écologique, mais à une transition écologique qui respecte l'acceptabilité sociale et qui soit effectivement juste. Cet intérêt, pourquoi l'intérêt de ces travaux et pourquoi est-ce qu'on le partage très largement? C'est parce qu'en fait, on est dans une phase intéressante où l'action publique se saisit vraiment pleinement de l'enjeu de décarbonation, de la transition bas carbone et d'autres enjeux de transition écologique. On était sur les questions d'emploi, d'abord sur une phase, il y a 10 ans, où les ONG réalisaient des travaux dans une logique prospective. Nous, on a plaidé en 2014 pour la création, et 2017 ensuite pour la création d'1 million d'emplois pour le climat. Negawatt, à partir de 2013, a réalisé des scénarios de projection emploi. Le Shift Project a fait des exercices un peu similaires avec le plan de transformation de l'économie française. Et là, on voit qu'aujourd'hui, des acteurs publics, comme le SGPE, comme France Stratégie, mais également l'ADEME, se saisissent de ces sujets
sujets et pour donner des conclusions qui sont assez proches, c'est-à-dire création d'emplois nets, globalement, des restructurations qui sont à accompagner et les défis des compétences. Et donc on partage ces éléments. Évidemment, tout le défi va être ensuite de passer à l'opérationnel, de passer à la transition effectivement juste et avec des conséquences sociales qui soient parfaitement acceptables. Je rebondis également sur l'intérêt de ces travaux. L'intérêt, c'est notamment les travaux du SGPE dans le cadre de la planification écologique et dans son volet emploi-compétences. On est ravis qu'il y ait cette dimension emploi-compétences qui soit pleinement intégrée dans le cadre de la planification écologique, puisque c'est un enjeu de faisabilité, d'acceptabilité, mais de faisabilité également. Emmanuel Schneider a parlé tout à l'heure d'un défi des compétences. D'ici 2030, c'est quasiment 3 millions de postes qui seront à pourvoir dans des secteurs en forte tension. On est assez proche de ces chiffres-là quand on réalise des travaux de diagnostic également. C'est un véritable défi qui implique, comme le dit le Conseil économique, social et environnemental, une mobilisation collective pour réussir ce défi et le réussir pas n'importe comment. J'apporte juste peut-être un éclairage complémentaire. Nous, on porte une attention effectivement sur le secteur du bâtiment, puisqu'il y a un enjeu de structuration de filières, d'attractivité et de création d'emplois. On sait qu'il y a aussi d'autres filières, énormément d'autres secteurs sur lesquels il y a déjà des tensions, sur lesquels il y a des opportunités d'emploi, et il y a aussi des défis qui sont devant nous, comme ceux, par exemple, de l'emploi industriel associé à la transition écologique, où là, en fonction, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est en fonction des politiques économiques qui seront opérées, on aura des impacts très différents. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Eh ben, j'allais dire, c'est sur ce sujet-là que je voulais rebondir. J'en profite pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. N'hésitez pas dans le chat, si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Je pourrais les récupérer sur la tablette à côté de moi et les passer et les proposer aux uns aux autres, évidemment. Alors justement, Emmanuel Schneider, ce sujet de politique économique a été évoqué, prix du carbone, et parce que finalement aussi, c'est ça qui permettra aussi de faire la bascule. Non, c'est un bon point. Si je reste sur le secteur du bâtiment, en effet, on voit que, en fait, on revient, alors c'est un peu trivial de dire ça, entre la poule et l'œuf, et même il faudrait rajouter un troisième acteur. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, il faut que les ménages, et effectivement, ils trouvent leur compte aujourd'hui, pour beaucoup, sans aide publique. En fait, il n'y a pas de ROI, de rendement, de retour sur investissement, on va dire, à un horizon de temps assez proche, donc c'est compliqué là-dessus. Si vous augmentez massivement les aides publiques, et même là, on parle, il y a eu des propositions dans ce sens-là, mais qu'en fait, vous n'avez pas assez d'artisans à faire, que vous ne formez pas du jour au lendemain, en fait, à part potentiellement multiplier les prix par le même facteur de tension, en fait, vous n'avez rien gagné sur le plan de la rénovation énergétique des particuliers. Donc, vous devez former suffisamment. Et donc, vous devez à la fois agir sur l'envie des ménages et l'intérêt que les ménages ont à faire ces rénovations, sur en particulier les enjeux de précarité énergétique, sur le fait d'avoir les aides publiques qui sont bien calibrées pour ne pas créer de contre-signaux. Il y a eu beaucoup de débats en début d'année sur ce qu'on appelle le monogeste contre la rénovation performante et pas mal de choses comme ça, avec des aides assez lisibles et stables dans la durée. Et en troisième point, faire en sorte qu'on forme assez d'artisans. Moi, je vous donne une phrase qui m'a marqué récemment. Je parlais avec un acteur de l'énergie que je ne vais pas citer, et pour prendre bien conscience de l'importance du sujet, parce qu'on parle beaucoup des métaux critiques dans la transition écologique, beaucoup métaux. En plus, on n'en a pas beaucoup dans le sol français. Il n'y a pas de métaux. Ils nous ont dit, mais nous, notre problème d'ici 2030, c'est pas les métaux critiques. Notre facteur limitant à l'ordre 1 pour nous développer, c'est les compétences, c'est les gens. Et avoir des gens formés sur un sujet technique donné, on en a parlé, on peut prendre plein d'exemples, ça va des pompes à chaleur jusqu'à la rénovation globale en passant par d'autres métiers, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et donc si 2030, vous l'avez dit, c'est demain, et ça veut dire que tout ça doit vraiment se planifier, en particulier, on y reviendra à l'échelle des territoires, c'est ça qui est difficile. C'est exactement, ça va être notre deuxième temps, on va dire, de parole et d'échange. Pour suivre sur ce sujet-là, vous pouvez réagir, évidemment, Hélène Garner, à la question des politiques économiques. On l'a bien compris et on va le redétailler. Finalement, il faut modéliser quelque part avec une vision très, très sectorielle aussi, de ces sujets-là. Oui, tout à fait. On reviendra, je pense, sur le rôle, mais je suis tout à fait d'accord sur l'impact des politiques économiques. Et la difficulté de la transition, c'est qu'elle doit, en termes de gouvernance, articuler des politiques de la transition écologique, des politiques économiques, budgétaires, et des politiques du travail et de l'emploi. Et ce n'est pas forcément des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble et de se coordonner. Donc, il y a vraiment aussi un enjeu d'organisation de l'action publique et de l'État en général. Alors,
Alors, dans la modélisation qu'on fait, effectivement, on décline au niveau de 37 secteurs nos projections et ensuite au niveau de 83 métiers. Donc, c'est à la fois fin et évidemment un peu grossier. Ce sont des familles de métiers. Et on a décliné pour la rénovation, on a décliné cet exercice aussi au niveau régional. Ça, on n'avait pas fait pour les exercices précédents, mais c'était un besoin des acteurs, notamment territoriaux, d'avoir un cadrage prospectif à horizon 2030 au niveau régional. Et sur la rénovation énergétique des bâtiments, on l'a appliqué aussi. Et on voit qu'effectivement, tout se tient. C'est-à-dire que les besoins en emploi de la rénovation énergétique par région, ils dépendent aussi de l'état du bâti dans la région, de son ancienneté, des modes de chauffage et du climat. Donc, par rapport au scénario de référence, et j'avais transmis quelques slides, peut-être les personnes connectées pourront regarder, mais on ne peut pas les diffuser, on va dire, en temps réel, mais vous les avez sous la main si vous voulez regarder ces slides envoyés par Hélène Garner de France Stratégie. Pour préciser les besoins en emploi au niveau de chaque région, on a regardé les besoins en rénovation au niveau de chaque région pour affiner un peu nos projections. Et par rapport au scénario de référence, on voit qu'il y a des régions, effectivement, qui sont plus créatrices d'emplois que dans le scénario de référence, parce qu'il y a des gros besoins. Les régions les plus froides, notamment de l'Est, qui sont par ailleurs pas très dynamiques dans le scénario de référence, mais il y a un renversement de tendance avec la rénovation énergétique des bâtiments. Et l'Île-de-France, où les régions qui concentrent le plus de passoires thermiques, là, il y a aussi de gros besoins de recrutement à horizon 2030. Donc, la dimension sectorielle, elle est évidemment centrale. Dans la note du CAE, vous insistez sur l'intrasectoriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'intersectoriel. À l'intérieur d'un secteur, quand on parle du bâtiment, on sait que la tendance de la construction neuve va être plutôt à la baisse, la rénovation va être importante. Donc, c'est à l'intérieur de secteur comment on réalloue. C'est à peu près les mêmes métiers, mais pas les mêmes gestes, pas les mêmes matériaux. Donc, il y a vraiment un enjeu d'adaptation. C'est pareil sur la mobilité, entre la voiture et les mobilités douces. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de réallocation à l'intérieur des secteurs qu'il faut anticiper. Et puis, évidemment, il y a aussi des secteurs qui, globalement, vont perdre et donc des secteurs qui sont en croissance. Il y a aussi de la réallocation entre les secteurs. Et au niveau régional, effectivement, c'est encore un autre enjeu, mais qui est indispensable parce que l'action aussi, elle se fera au niveau territorial. Alors, vous avez soulevé plusieurs points et nos trois autres intervenants vont pouvoir réagir avant qu'on passe vraiment, mais vous l'avez déjà évoqué, l'impact de la transition écologique, si on peut dire, sur l'emploi dans les territoires, ça a été évoqué. François Fontaine, pour réagir à ces différents points intrasectoriels, la notion aussi de secteur gagnant-perdant, qui est peut-être un peu compliqué aussi à évaluer. Allez-y, François Fontaine, et vous pourrez tous les deux aussi réagir, Anne-Juliette. Je pense que c'est un peu ce qu'on a... On retrouve un peu des choses qu'on a dit avant, c'est-à-dire que quand on essaye de zoomer, bon, d'abord, pour ça, beaucoup de secteurs, l'effet moyen, il sera relativement neutre. Mais en fait, le fait de dire qu'un effet est neutre, ça ne veut pas dire que rien ne va se passer. Et donc, effectivement, ce qu'on documentait avec un focus sur le grand secteur manufacturier, qui a beaucoup de sous-secteurs, c'est qu'à l'intérieur de chacun des sous-secteurs, il y a énormément de différences entre établissements. Donc entre entreprises. La raison, ça peut être par exemple une raison de bâti qui a été mentionnée. Nous, ce qu'on documente plus précisément, c'est le fait que de manière générale, les consommations énergétiques sont extrêmement différentes. Et en fait, c'est assez facile à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup par exemple de procédés industriels où il faut des fours. Les fours, ils peuvent être électriques ou ils peuvent être à gaz. Et en fait, les entreprises sont, même si elles produisent in fine à peu près la même chose, elles sont équipées de manière assez différente. Et cette hétérogénéité, cette différence, elle est massive. Et ça va produire des réallocations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où une des deux énergies se renchérit, c'est un avantage pour certaines entreprises au détriment d'autres entreprises. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir un déplacement à la fois des parts de marché et des travailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer en dessous. Et donc ce qu'on avait dit, c'est qu'en gros, si on regarde que le sectoriel, on rate 50% des réallocations. Et donc en fait, il faut multiplier par 2 un peu les chiffres de mouvement qu'on a en tête si on prend cet intrasectoriel, pour beaucoup de raisons. Et après, effectivement, ça se décline aussi d'un point de vue géographique. C'est-à-dire que ces différences, par exemple, de mix énergétique, exactement pour les mêmes raisons qui ont été données, elles sont très différentes entre, on va dire, par exemple, le nord-est de la France et puis, je sais pas, l'ouest, par exemple. Et parfois, c'est dû effectivement à des questions d'ancienneté de l'appareil productif. Et donc là, effectivement, ça pose des questions d'accompagnement des travailleurs, bien sûr, in fine, mais aussi des entreprises. Et surtout du ciblage aussi. Parce que comme on arrive un peu dans un univers où les finances publiques sont contraintes,
Il y a la question de savoir comment bien faire les choses. Et donc, je pense que la question du ciblage est encore plus importante qu'elle a été avant. Alors, on rentrera aussi dans les détails un petit peu sur les métiers. C'est vrai qu'on commence, tout est intimement lié, à en parler aussi à travers vos échanges. Peut-être réagir aussi sur cet aspect gagnant-perdant. Je sais que, on va dire, vous travaillez aussi Réseau Action Climat et la CFDT conjointement sur ces sujets-là. Donc, Anne-Juliette Lecourt et Antoine Durand, vous pouvez commenter. Lequel des deux commence? Merci. Quelques rebonds sur ce qui a été dit. Effectivement, il y a des mutations importantes à accompagner. La dimension territoriale est essentielle. Je vais prendre un autre exemple. On a parlé du bâtiment, un petit peu de l'industrie, mais sur le secteur des énergies. Les énergies renouvelables, on n'aura pas les mêmes déploiements d'énergie renouvelable, donc pas les mêmes métiers, pas exactement les mêmes besoins en fonction des régions. Il y a des scénarios qui ont été établis, qui pourraient gagner à être précisés, mais qui montrent déjà des potentiels différents et donc des impacts sur le métier. Et très concrètement, en fait, les personnes qui vont se projeter sur les métiers de maintenance des installations ENR, d'énergie renouvelable, eh bien, c'est des personnes qui vont être, pour la majorité, formées sur un territoire et qui vont évoluer sur un territoire. Donc, il y a des enjeux de territorialité, y compris sur les questions énergétiques. Quelques rebonds aussi sur les questions industrielles, où on a, je pense, un enjeu à faire émerger des éléments de débat sur, par exemple, quel est le scénario qu'on choisit in fine, par exemple, pour la sidérurgie. C'est l'un des secteurs clés les plus émetteurs, clairement, et les plus aidés demain sur la mutation et la décarbonation de l'industrie. On parle d'1 milliard d'euros pour l'installation de Dunkerque. Or, quand on échange avec les syndicats sur site, il y a quand même une absence encore de projection, de partage des anticipations stratégiques sur la décarbonation. Et quand on lit le plan de transition sectorielle, c'est-à-dire la projection qu'a fait l'ADEME, qui est en train d'être détaillée, ça va sortir prochainement, mais en tout cas les premières projections montrent qu'il y a une hétérogénéité vraiment massive sur les impacts emploi de ce que serait la sidérurgie décarbonée demain en fonction de plein d'aspects, en fonction des choix de processus industriels, ce que vous avez évoqué, M. Fontaine, tout à l'heure, mais également en fonction du contexte et économique général. Sachant que certains se disent, on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier, et on peut faire des choix énergétiques assez variés, aller entre les énergies renouvelables, l'hydrogène, etc. Donc c'est peut-être compliqué aussi de se projeter dans des choix qu'on fait en termes de décarbonation. C'est tout à fait complexe, mais il y a un enjeu à en débattre dans tous les cas. Ouais. Et il faut faire émerger ce débat, et émerger ce débat en complémentarité de la décarbonation. Nous, on est axé sur le climat, mais en complémentarité de la décarbonation. Regardons les impacts sociaux des aides qui vont être données sur ces sites-là et discutons-en parce qu'il y a une très forte hétérogénéité en fonction des choix et de ce qui sera fait finalement. Mais il y a quand même un potentiel aussi de réindustrialisation, ça c'est une bonne nouvelle. Exactement, puisqu'on en parle beaucoup depuis quelques années. Anne-Juliette Lecourt. On est vraiment rentré là du coup dans le cœur du débat, cette notion d'intervalle de confiance, de potentialité de création et d'opportunités d'emploi. Juste pour illustrer le propos, en fait, du coup, ces projections, c'est exactement ce que vient de dire Antoine, ça permet de, normalement, réinterroger un petit peu la stratégie de développement qu'on a dans une filière, dans une branche, dans une entreprise, et dans un territoire aussi, quel projet de territoire on a. Et aujourd'hui, effectivement, on ne débat pas assez de la trajectoire qu'on emprunte et la trajectoire qu'on devrait emprunter en s'appuyant justement sur à la fois les projections qui pointent quelles orientations en termes de développement économique il faudra emprunter, et puis ce que ça implique en termes d'emploi et d'anticipation. Trois exemples, je crois, pour illustrer le propos. Donc, tu citais Dunkerque. On a aujourd'hui les travaux du SGPE qui invitent à s'orienter, en tout cas à s'appuyer sur le dispositif des pompes à chaleur pour électrifier le système de chauffage et réduire nos émissions. Aujourd'hui, on a une entreprise, Saunier Duval, en Pays de Loire, qui effectivement est en difficulté sur sa branche pompe à chaleur, qui a pourtant anticipé. Dans les travaux de l'ADEME, on identifie bien qu'il y avait une tendance de marché positive avec une tendance d'emploi positive. Bon, là, on se percute à quoi? On se percute sur des modèles d'affaires qui vont s'entrechoquer, notamment celui de la construction qui achetait en gros volume les pompes à chaleur, c'est une des raisons, hein. Il y en a d'autres, mais et qui progressivement, taux d'intérêt plus élevé, glissement vers la rénovation, bon, forcément avec un volume d'emploi, avec un volume d'achat et donc un volume d'emploi qui se répercute in fine. Et donc on est là sur un risque de perte de compétences de salariés qui pourtant, lorsque le marché sera mature, aurait été extrêmement avec un besoin. riche sur la stratégie empruntée.
Et donc là, il faut réfléchir, comme tu le disais, débattre. Où est-ce qu'on peut avoir des volumes pour les pompes à chaleur, par exemple, sur la planification bâtiments publics, par exemple, logements sociaux. Voilà, là où on a des leviers où on peut tirer plus facilement, parce que c'est difficile de jouer sur les stratégies économiques, enfin des acteurs économiques. J'ai un autre exemple. On a pu signer un comité on a pu signer, nous, CFDT, un comité stratégique de filière, un contrat stratégique de filière, pardon, appuyant justement ces enjeux de territorialité, la nécessité d'embarquer dans les territoires les sous-traitants, parce que effectivement, il peut y avoir au niveau macro un impact emploi positif, mais dans les territoires, il en est tout autre chose. Parallèlement à cela, le lendemain des signatures de ce type de document, on a des annonces de constructeurs automobiles qui vont souffler en même temps le chaud, le froid de oui, l'électrification, mais peut-être pas. Et donc en fait, là, on a un cap qui n'est plus clair pour les fournisseurs, les sous-traitants. Et donc on a cet intervalle de confiance, mais à la fois du point de vue de la maximisation de l'emploi, mais aussi du point de vue de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que ça entache ces deux volets-là. On va du coup réduire cet intervalle de confiance. J'arrêterai là sur les exemples, mais il va y avoir aussi des différences de temporalité qu'il va falloir intégrer. Tu parlais de Dunkerque, le nucléaire, ou l'éolien offshore, c'est la même chose. Le rapport ADEME le pose. Il y a des enjeux d'emploi en volume, mais ça va être des chantiers court-moyen terme. Et donc, ça veut dire comment on anticipe à la fois le début de chantier et puis la sortie de chantier. Donc, il y a vraiment des choses qu'il va falloir discuter. Et effectivement, je partage ce qui a été dit, ça dépend vraiment des stratégies économiques qu'on va emprunter et de la manière dont on va intégrer la question, la variable emploi dans ces stratégies. Alors, je vois François Fontaine prêt à réagir. Je vais également réagir à Emmanuel Schneider. J'ai juste une question en ligne, si quelqu'un peut y répondre. J'ai un participant de la Réunion qui demande s'il existe des travaux, des études, des prospectives spécifiques sur les Outre-mer. Pas la réponse. Alors nous, on est en France métropolitaine. D'accord, donc pour le moment, vous n'avez pas de votre côté de réponse à lui apporter. Non. Je pense que moi, de regarder dans la bibliothèque France Compétences sur des travaux par branche, peut-être, mais moi, j'ai pas Du côté de France Compétences. là-dessus. Oui, dans la bibliothèque, à la grande bibliothèque de France Compétences, il faut peut-être regarder. Il y a des travaux de tous les observatoires de branches sectorielles qui, selon les cas, ont des périmètres un peu différents, mais j'ai pas d'idée d'exercice global de prospective sur tout ça. Ça, je n'ai pas en tête. Merci pour cette première réponse. Alors, oui, alors, il y a, Antoine, si vous avez un élément sur l'Outre-mer. Oui, Juste en complément, alors peut-être pas spécifiquement sur les Outre-mer, mais globalement, les conseils économiques et sociaux et environnementaux régionaux font des exercices prospectifs qui sont souvent très intéressants. Donc en fait, chacun dans son territoire peut aller regarder ces travaux et ils traitent tous plus ou moins avec des approches différenciées de la transition écologique. D'accord, voilà. Donc c'est un bon conseil à suivre à celui qui nous suit de la Réunion. Oui, François Fontaine, vous pouvez réagir. C'est juste un petit point juste pour réagir à cette question de l'incertitude. Il y a quand même un élément dont je pense tous collectivement, on parle assez peu parce que c'est assez compliqué, mais on sait que ça a des conséquences. En tout cas, il y a une littérature académique là-dessus. C'est que là, on parle transition, mais il y a un problème plus général de dommages suite au changement climatique. Ces dommages, ils risquent d'être importants. Ils sont déjà importants dans une partie du monde. On sait que ça a des conséquences fortes sur la croissance mondiale. En tout cas, il y a des travaux récents qui ont montré vraiment des estimations étaient assez hautes. On a déjà et on aura davantage de dommages climatiques à l'avenir en France. On aura un retrait du trait de côte dans certains endroits, en tout cas des inondations qui vont être répétées, des sécheresses, etc., des événements climatiques extrêmes. Et ça a des conséquences directes, ça casse l'appareil productif, ça baisse la productivité, etc. Donc ça, c'est une grosse inconnue qu'on ne sait pas très bien. Enfin, on sait un peu modéliser certaines choses, mais on n'a pas vraiment de vue d'ensemble là-dessus. Donc ça, je pense qu'il faut garder ça en tête, parce que là, on parle d'une transition, voilà, on se fixe un objectif climatique et on essaie de l'accompagner. Mais derrière, il va y avoir une augmentation des contraintes environnementales qui vont doubler un peu le problème. Même si on parle de prévention, mais comment prévenir quelque chose, on a du mal à savoir exactement. Le problème, c'est que le stock de carbone, il reste longtemps dans l'atmosphère. Donc même en prévenant, on va mettre du temps avant de le réduire. Donc je pense que là, de toute façon, on sait qu'on est parti sur une augmentation des événements extrêmes.
Oui, Angélique Lecourt voulait réagir. Très rapidement, enfin, pour réagir à ce qui vient d'être dit sur l'adaptation, mais aussi sur ce que disait Hélène Garner sur que les acteurs de l'emploi n'ont pas l'habitude de travailler avec les acteurs de l'environnement, pour le dire, en tout cas, appréciation des risques ou des transformations nécessaires avec les acteurs économiques, de la formation, de la certification. Enfin, rien qu'au niveau, sur cet intervalle de confiance-là, il y a la nécessité, en tout cas la CFDT le porte, d'avoir un espace où on puisse justement anticiper, construire jusqu'aux stratégies emploi, compétences sur ces questions-là. Et donc on porte la création d'une instance multipartite justement dédiée à ces questions pour pouvoir à la fois poser un diagnostic partagé entre les acteurs jusqu'à la question de faire émerger du consensus, mettre en cohérence les choix jusqu'à un plan d'action qui se déclinerait jusque dans les territoires. Et ça, on appelle ça le Haut Conseil emploi-transition, mais il faudrait vraiment y réfléchir. Exactement, ça lance un autre sujet qu'on voulait éventuellement aborder plus tard, mais c'est comme tout, avec la conversation, c'est très bien et on lance aussi les échanges. Évidemment, je vous fais réagir, je vous oublie pas Antoine Durand, si vous voulez commenter, ça y est, la discussion part, c'est très bien. Donc il y a eu plein de choses qui ont été dites, Emmanuel Schneider, vous pouvez commenter. Non, mais je voulais juste abonder sur un point qui a été dit juste avant sur les effets du changement climatique déjà visibles sur certains emplois. Parce qu'on parle, et parfois effectivement on a l'impression que, par exemple dans le bâtiment, c'est un sujet pas encore immédiat. Prenons l'agriculture. C'est un endroit qui parle à tout le monde. Depuis des années, on le voit sur les effets. Alors selon les filières, chaque année, c'est pas forcément les mêmes dans les mêmes territoires, etc. Mais on a des filières qui ont des problèmes intrinsèques de rendement parce que mauvaise récolte, maladie, phénomènes climatiques extrêmes, sécheresse, voire même incendie, parce que si on parle, je suis forêt-bois également connexe. Mais en fait, tout ça et ça on le sait, vont arriver de plus en plus souvent et avec une acuité de plus en plus forte. Du coup, opposé aujourd'hui, il y a la réglementation et la transition écologique serait opposé au développement économique. En fait, c'est juste que, alors effectivement, il y a une question de temporalité, c'est vrai. Mais en fait, si on le fait pas maintenant, en fait, on va être condamné à revivre et revivre des épisodes de mauvais rendements, etc., d'agriculteurs d'exploitation agricole qui iront mal, parce qu'effectivement, si on perd sa récolte, plein de raisons, ça ira mal, de demandes d'intervention de l'État. Et du coup, effectivement, il faut réussir à penser un chemin acceptable pour tous, mais qui nous emmène à un sujet et peut-être vers un terme qu'on devrait développer d'avance, qui est celui de la résilience. En fait, le sujet, c'est pas la transition écologique et c'est important, faire baisser les gaz à effet de serre, préserver la biodiversité, etc. C'est vrai, mais in fine, ce qu'on veut, c'est avoir finalement une société et un tissu économique plus résilient au choc demain. Et c'est ça le vrai sujet. Et c'est là où, en fait, opposé, qu'on dit, on va supprimer telle réglementation parce que ça embête telle et telle personne, catégorie d'acteurs. Dans certains cas, c'est vrai, et tous les choix dans le passé n'ont pas toujours été les plus heureux parce qu'on apprend aussi collectivement. Mais en fait, à la fin, le vrai enjeu, c'est comment on fait en sorte que, et ça c'est un vrai enjeu pour les salariés, pour moi c'est comme ça que je le vois, créer de l'emploi pérenne dans les territoires. Et c'est comme ça qu'il faut penser à un modèle économique plus résilient. C'est dont on parlait quand même d'avoir une stratégie, c'est dont parlait Anne-Juliette Lecourt, c'est d'avoir une stratégie de déploiement, en particulier dans l'industrie, de la planification, parce que finalement vous êtes au secrétariat général de la planification écologique. Tout ça, ça doit aussi, il faut avoir une vision. Loin. Je donne un autre exemple sans citer. On a pareil sur d'autres secteurs. Dans l'industrie, si on y reste, on veut se réindustrialiser. Nous, on a publié dans notre stratégie industrie aussi, il y avait une planche sur les sujets à prendre en compte quand on réindustrialise. Réindustrialiser, c'est pas juste un sujet de fiscalité, d'argent public pour ouvrir des usines. C'est un sujet, il faut avoir les gens sur le territoire, il faut avoir les ressources pour l'alimenter, énergétique, il faut avoir l'eau aussi dans certains secteurs. Si aujourd'hui, on ouvre une usine dans un territoire, on va pas massivement déplacer des milliers de personnes d'un bout à l'autre de la France et inventer de l'eau. Après, il peut y avoir des sujets plus ou moins compliqués de dessalement, mais je veux dire, à l'ordre 1, il faut penser tout ça de manière globale. Et sinon, en fait, on aura juste injecté de l'argent ou formé des gens, parfois inutilement dans certains territoires, et dans 3 ans, on se rendra compte qu'on aura fait des choses pour rien. Et c'est cette pensée-là qui est difficile et c'est pas nous, SGPE, qui l'inventons, c'est pas ça. On apprend tous en marchant avec tous les ministères là-dessus qui mettent de plus en plus de clauses environnementales. Mais si demain, dans les aides publiques, on veut mettre plus de regard écologique, c'est pas simplement parce que y a des grands méchants écolos qui veulent pourrir l'économie. C'est juste qu'en fait, à la fin, c'est une question d'efficacité de la dépense publique et de durabilité des impacts qu'on crée derrière. C'est ça le vrai sujet aussi.
Alors, Hélène Gardin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles réagir. Je voudrais aussi ouvrir, enfin, même s'il a été évoqué en filigrane, peut-être donner aussi quelques exemples de territoires, hein, peut-être parler aussi de ces enjeux-là, même si on a commencé à l'évoquer, on a parlé de Dunkerque et pas seulement, et des illustrations diverses et variées. Mais vous pouvez évidemment, dans un premier temps, commenter ce qui a été dit, parce que le débat a été aussi plus largement ouvert, et puis revenir un petit peu pendant un temps, on va dire, sur ce sujet et cette dimension territoriale. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je partage. Hein. L'incertitude, effectivement, c'est comment on l'intègre. Il ne faut pas que ça empêche de faire. Donc, c'est difficile parce que... Mais on a quand même de plus en plus de données scientifiques. Enfin, c'est aussi l'articulation entre l'expertise scientifique et l'action publique. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait. Les rapports du GIEC donnent beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de travaux. Donc, bon, il y a de l'incertitude, c'est évident. Mais non, on doit pouvoir arriver, en tout cas, essayer de faire avec. Ça pose des questions sur lesquelles nous on travaille à France Stratégie assurantielle, c'est-à-dire que ces risques climatiques de plus en plus importants, effectivement, qui les prend en charge l'État en dernier ressort, mais il y a aussi des enjeux de finances publiques. Donc, ne pas les anticiper, c'est aussi s'exposer à des coûts, et on sait, hein, le coût de l'inaction, il est extrêmement élevé. Mais pour autant, on a du mal encore à intégrer ça dans les décisions qu'on prend aujourd'hui. Donc, c'est la question du prix, évidemment, c'est un élément qu'on intègre quand on prend une décision aujourd'hui. Si on a un prix du carbone élevé, ça permet de faire des arbitrages différents aujourd'hui. Donc, la question de la temporalité, elle est importante. On a fait un travail sur la réindustrialisation avec plusieurs scénarios où on a essayé pour chacun de regarder, d'estimer ce que ça veut dire en termes d'emploi et de métier, mais aussi de ressources naturelles, parce que ce que dit Emmanuel est tout à fait juste. C'est-à-dire que les choix d'aujourd'hui, ils doivent intégrer les impacts que ça aura demain pour que ce soit pérenne, stable et efficace, effectivement, parce que c'est de l'allocation optimale d'argent public. Et donc la réindustrialisation, elle va consommer de la matière, des ressources qui sont limitées. Et donc comment on intègre ça dans les choix qu'on fait aujourd'hui et la question des ressources humaines, des compétences et des métiers sur lesquels on travaille plus particulièrement, elle est évidemment centrale aussi. On l'a dit plusieurs fois, on peut se fixer des objectifs très ambitieux. Si on n'a pas la main-d'œuvre pour le faire, et la rénovation des bâtiments, c'est typique, on n'y arrivera pas. D'ailleurs, vous avez une slide aussi dans vos documents, hein, aussi sur les 15 métiers dont la part dans l'emploi total serait la plus élevée dans un scénario bas carbone en 2030. Hein. Ouais, alors, on a essayé effectivement de regarder par métier, d'anticiper les projections du scénario bas carbone. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est essentiellement des métiers du bâtiment, des métiers d'ouvriers qualifiés, donc les métiers qu'évoquaient, et de techniciens aussi, des métiers d'agriculteurs et des métiers dans l'aménagement et les cadres et soutien et services aux entreprises aussi, architectes et services juridiques. C'est des métiers qui sont aujourd'hui en tension, je l'ai dit tout à l'heure, et qui vont avoir des besoins importants d'ici 2030, parce que pour partie, l'agriculture c'est typique, on sait que près de la moitié des agriculteurs aujourd'hui vont partir à la retraite d'ici 10 ans, comment on va faire ? Et on sait aussi que l'agroécologie, c'est plus intensif en travail. Donc on va avoir besoin de plus de personnes, et on a c'est des métiers difficiles, notamment en termes de conditions d'emploi, conditions de travail, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'exposition aussi au changement climatique, c'est des métiers qui sont dehors. Quand on regarde sur ces familles, sur ces métiers, les sources des tensions, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus difficile, le manque de main-d'œuvre, ça ressort, mais pas seulement. On a vraiment un enjeu de qualité de l'emploi, de conditions de travail contraignantes. C'est aussi des métiers difficiles, pénibles. Et donc ça, quand on réfléchit en termes de reconversion, la désirabilité de la reconversion, aller vers ces métiers, c'est aussi un enjeu pour les personnes qu'on veut attirer. Je fais un parallèle, c'est pas la transition écologique, mais les métiers du care, les métiers du soin, qui seront aussi extrêmement créateurs d'emplois à horizon 2030 du fait du vieillissement démographique, c'est aussi des métiers qui ont des enjeux de qualité de l'emploi importants. Et donc c'est difficile d'attirer des jeunes, mais aussi des demandeurs d'emploi, des actifs en reconversion vers des métiers avec une qualité de l'emploi moyenne. Donc il y a des enjeux là-dessus. Et puis évidemment des questions de formation et d'adaptation. Et donc ça a été dit tout à l'heure, il faut rénover les référentiels de compétences, les référentiels métiers. Spécifiquement au sujet formation, on va changer entre vous. Et alors un mot, mais c'est très bien, comme quoi on revient sur un sujet, on repart sur l'autre. Voilà, les territoires aussi, un mot des territoires, d'exemple aussi de cette dimension-là. Alors les territoires, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, les besoins ne sont pas homogènes
et la population active, elle est aussi répartie différemment selon les territoires. Donc, quand on regarde par métier la pyramide des âges et par région, on voit qu'effectivement, en fonction des scénarios, on n'aura pas les mêmes besoins, le même nombre de postes à pourvoir. J'ai mis une slide sur les ouvriers dans le domaine du bâtiment. On voit qu'effectivement, il y a des régions, l'Île-de-France, c'est une région qui aura de gros besoins de recrutement. On a beaucoup de jeunes qui s'insèrent tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'établissements d'enseignement, mais c'est aussi une région qui a le plus de départs, notamment vers le sud-ouest et le sud. Donc, qui a d'énormes besoins de recrutement à horizon de 2030. On a les régions du sud aussi qui, elles, sont attractives, mais il y a moins de jeunes qui commencent. Donc voilà, donc on a des équilibres différenciés selon les régions, et donc il faut intégrer à la fois ces enjeux démographiques de la population active aujourd'hui, mais aussi les enjeux de mobilité entre régions. Et Antoine Durand, alors j'en profite pour dire toujours, si jamais vous ne l'avez pas entendu, ces slides, nous ne les diffusons pas en temps réel, mais elles vous ont été adressées directement et vous pouvez les regarder, les consulter même après, il n'y a pas de souci. Donc Antoine Durand aussi sur cette notion de territorialisation, parce que ça, vous regardez ça aussi de près, hein, vous avez aussi mené une étude sur ces sujets avec des exemples à nous donner. Oui, on est complètement convaincus de la nécessité d'avoir une approche à différents niveaux. Juliette évoquait un espace de dialogue et de gouvernance au niveau national. C'est ce qu'évoque aussi le CESE dans son rapport sur la mobilisation des acteurs en faveur de l'emploi dans la transition écologique. On partage totalement. On est également représenté au Conseil économique, social et environnemental. On évoquait tout à l'heure la complexité, notamment de résoudre territoire par territoire les enjeux de développement industriel. On a pris l'exemple de Dunkerque. À l'autre bout du territoire français, je pense que l'écosystème autour de Fos-sur-Mer est particulièrement complexe également. Et on voit bien qu'il y a des choix structurants qui sont en train d'être opérés avec tous ces enjeux qui sont présents. Qu'est-ce que ça nous dit globalement selon nous? Ça nous dit qu'on a besoin d'un cap. Et c'est vraiment le message fort qu'on a essayé de passer entre ONG en début de semaine sur la nécessité de préserver et d'amplifier la dynamique de la planification écologique. Je le redis ici, c'est indispensable. Et évidemment dans son volet emploi-compétences, mais d'abord aussi un cap clair sur la décarbonation et qui soit tenu dans la durée. La semaine dernière, on organisait avec l'ADEME et la Caisse des dépôts une mise en débat des dynamiques de marché-emploi de la transition énergétique. On avait 43 intervenants sur la journée. Qu'est-ce qu'ils ont quasiment tous dit? Il y avait des points de dissensus et beaucoup de points de convergence et de consensus. Et ce que tout le monde a dit, on a besoin de stabilité, de signaux stables et d'une mutation stable dans la durée. Et ça, évidemment, à l'échelle nationale, mais également en déclinaison à l'échelle régionale. Et c'est heureux puisque dans le cadre de la planification écologique, le SGPE a travaillé avec les services de l'État, avec les collectivités bien évidemment, sur des COP régionales pour des déclinaisons régionales et une adaptation régionale de la feuille de route de décarbonation de la nation. Tant mieux. Mais nous, ce qu'on invite à faire désormais, c'est que ces feuilles de route soient déclinées sur le volet emploi-compétences et quelle mutation d'emploi ça implique. Et pour ça, on a des méthodes qui existent, qui ont été développées, pas forcément à l'échelle régionale, mais par exemple à l'échelle locale, dans le Cambrésis, ou actuellement sur la métropole de Lille, on a une méthode qui s'appelle le support au dialogue prospectif, qui est très intéressante parce qu'elle met, en gros, tout le monde autour de la table, à partir d'un diagnostic, à partir d'abord d'une ambition écologique. Sur Lille, c'est je crois qu'autour de 8000 logements en rénovation complète qui sont ambitionnés chaque année. C'est déjà une forte ambition écologique. Ensuite, ça donne des perspectives de marché que les filières localement partagent. Ça donne des perspectives et des besoins en compétences, métier par métier. Par exemple, on va avoir besoin de beaucoup d'ITistes pour l'isolation thermique par l'extérieur. C'est évidemment l'une des clés. Et donc, à partir d'un diagnostic partagé, des projections marché, on a des besoins emploi-compétences qui sont définis. Et là, ensuite, localement, territoire par territoire, on va aller mobiliser l'écosystème de formation, où Hélène en parlait tout à l'heure, les acteurs de la reconversion. Ça va être en premier France Travail, qui est au contact de ces mutations-là. Et si on prend d'autres exemples, l'exemple de l'installation de Siemens Gamesa au Havre, par exemple, en quelques mois, on a pu créer 700 emplois dans un tissu très dense déjà au plan industriel, parce qu'il y a une mobilisation très forte des acteurs locaux au service d'une vision commune. Et ça peut marcher. Alors Anne-Juliette Lecourt aussi, vous avez des exemples aussi, vous pouvez réagir, et puis des exemples de bonnes pratiques que vous pouvez voir aussi sur finalement du dialogue social. On revient à ces sujets-là, territorial aussi, pour engager dans cette thématique. L'échelon territorial est évidemment absolument décisif, puisque d'une part, c'est le lieu, parce qu'on parlait de plus et de moins, c'est aussi le lieu. On va pouvoir identifier les équilibres qui sont possibles, y compris en
en intersecteur, en interbranche, ce qui est plus difficile à faire au niveau national. C'est un peu le lieu le plus pertinent pour pouvoir envisager cela autour d'un projet de territoire. Et puis, la question de la cohérence aussi des choix du projet de territoire, des projets qu'on finance sur le territoire, avec ce qu'on aurait pu planifier à l'échelon national et les choix stratégiques qu'on aurait faits. Et effectivement, là, il y a un vrai enjeu à croiser les enjeux filières, la transformation des filières et les spécificités, les caractéristiques, les ressources du territoire. Et c'est vrai qu'on peut observer parfois certaines incohérences. On a nous, en termes de bonnes pratiques, alors je sais pas si ce sont des bonnes pratiques, mais en tout cas, pour s'appuyer sur l'existant, par exemple, on identifie les comités stratégiques de filières régionaux en Nouvelle-Aquitaine, et c'est vrai que la CFDT a identifié cet espace-là comme un espace possible pour pouvoir justement porter ces enjeux de la transition écologique juste. Le CREFOP aussi, en Pays de Loire, a identifié la transition écologique comme un des axes prioritaires de travail, avec aussi en cadrage, en toile de fond plus large, une planification plus intégrée en intégrant davantage le développement économique, le SRADET, voilà. Et puis, tu parlais d'attractivité tout à l'heure. Du coup, en Hauts-de-France, on a initié une démarche de dialogue social quadripartite, donc État, région et puis OPOS, donc organisation patronale, organisation syndicale, pardon, sur la nécessité justement d'embarquer à la fois les enjeux d'emploi, de formation, mais aussi de logement, d'accès aux services publics, de santé, et donc vraiment de pouvoir envisager l'attractivité de manière beaucoup plus large, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais donc s'appuyer sur l'existant en territoire et initier, tu le disais, une démarche de dialogue entre acteurs et la COP. La COP pour nous, la COP régionale, est véritablement un outil qui devrait permettre de pouvoir, sur la base des plans d'action qui ont pu être construits jusqu'ici, permettre aux acteurs de se réunir autour de la table, les acteurs représentatifs, pour pouvoir envisager la déclinaison sur le volet emploi-compétences dans l'année 2 des COP. Mais là, je ne veux pas devancer. C'est parfait, comme ça, vous passez le relais à Emmanuel Schneider. Bon, on l'a entendu, hein, tout le monde dit c'est super, si je puis dire, les COP régionales. Il y a des feuilles de route, il faut encore aller, on va dire, encore plus loin, comme toujours. Alors effectivement, je dois commencer juste par expliquer ce qu'est une COP oui, régionale. Oui, c'est ça, c'est peut-être pas plus mal. Pas que je doute de leur renommée internationale, mais une COP régionale, c'est quoi? C'est d'abord un processus qui a démarré il y a peu de ça, moins d'un an, avec aux côtés de Christophe Béchu, qui était ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à l'époque. Ça visait à se donner, du coup, pendant un an, un objectif assez simple sur le papier, c'est ce qui a été dit, d'aider chaque territoire à l'échelle régionale de se doter d'une feuille de route de transition écologique à horizon 2030. Sachant qu'il y a effectivement plein de briques, de schémas, de stratégies qui existent déjà à différents niveaux. Donc le but, ce n'était pas de refaire table rase de tout ce qui existe, de vouloir réinventer des choses qui existaient déjà. Donc ça a été pensé de différentes manières. Premièrement, et ça c'était relativement nouveau de cette manière, c'était d'aider chaque territoire à faire, donc à l'échelle régionale à nouveau, même si ça commence à aller à d'autres échelons, à se doter d'un diagnostic, c'est-à-dire concrètement, nous SGPE, alors, on aime bien une vision, le plan, alors on a des briques et des chiffres dans tous les sens, qu'on appelle des Mondrians, vous pourrez regarder sur notre site internet si vous aimez ce côté artistique, mais donc on a aidé chaque territoire à se dire, voilà, le plan national vise à peu près 200 mégatonnes de CO2 de baisse entre 2019 et 2030, qui se répartissent en grands secteurs, et on a aidé chaque région à essayer de construire sa propre version de ce plan pour avoir une base de discussion, avec une règle, c'est que la somme des différents éléments nous permettent de crédibiliser l'ambition nationale. C'est-à-dire qu'on ne partait pas d'une feuille de route vierge à chaque fois, mais d'essayer d'avoir un point de départ, de modélisation. Et ensuite, bien entendu, que chaque région, sachant que ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces COP sont présidés à la fois par le conseil régional et par le préfet de région. Donc, il y a un binôme État-région qui anime à la fois chacune de ces COP. Et donc, c'est un diagnostic partagé qui est construit pour dire, voilà, sur mon territoire, la cible que je me donne à horizon 2030 qui est cohérente avec le national. Ce n'est pas juste le national divisé par le nombre de régions. Ça tient compte des ambitions déjà existantes, du tissu économique, de la démographie et de plein de choses. Après cette phase de diagnostic, les diagnostics qui ont été déjà partagés, on a aussi envoyé des questionnaires à tous les élus de différents niveaux en disant, voilà, sur chaque famille de levier, voilà des actions types qui existent.
lesquelles vous jugez pertinentes ou pas, ou lesquelles vous estimez les faire déjà plus ou moins. Et ça nous permet de comprendre au niveau national, d'avoir un retour, un feedback, quelles sont les actions que que les élus qui sont confrontés à un certain nombre de sujets estiment plus ou moins pertinents. Et on a publié une synthèse de ça. Globalement, ça nous dit il y a 3 familles de leviers, c'est assez simple. Des leviers que les collectivités jugent pertinents à leurs mains, et déjà qu'elles estiment mettre en œuvre. Là, la question pour nous, c'est de savoir comment on les aide à aller plus vite et à le faire mieux, puisqu'elles pensent déjà que c'est pertinent et qu'elles le font. Donc tant mieux, dont acte. Maintenant, il faut voir si on va dans la bonne direction. Et en général, il faut accélérer dans tous les cas, puisque nos objectifs ont été rehaussés. Deuxième famille de leviers, des leviers que les collectivités estiment pertinents, mais en fait, elles ne savent pas quoi faire. Soit parce qu'elles estiment que ce n'est pas vraiment à leurs mains, soit parce qu'elles estiment ne pas avoir les moyens, etc. Et là, la question pour les services de l'État notamment, mais pas que, et aussi du Conseil régional, c'est de se dire quelles mesures mettre en œuvre pour les aider à faire des choses. Il peut y avoir des questions de pédagogie, des questions d'accès à de l'ingénierie, donc d'accès à du service en plus via l'ADEME, le CEREMA, la NCT, etc. Parfois, c'est des outils numériques qui manquent, des données, etc. Et il y a une troisième famille de leviers où soit elles ne s'estiment pas pertinentes ou elles ne s'estiment pas compétentes. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les leviers concernant le secteur productif. Par exemple, on parlait des bassins industriels, Fos-sur-Mer, Dunkerque, etc. Aussi le transport de marchandises. C'est ça nécessite d'inventer des nouvelles manières de coopérer. Parce que la région seule, la commune ou l'intercommunalité proche, etc., ne se sent pas elle-même seule compétente pour aider à faire ça. Et donc, il faut souvent inventer des nouveaux mécanismes de coopération. Et ça, c'est un autre défi dans l'école. Donc ça, ces diagnostics-là sont sortis. Ensuite, il y a eu des débats qui ont eu lieu pendant 3-4 mois pour construire des feuilles de route qu'on a commencé, nous, à collecter et sur laquelle on itère avec les parties prenantes concernées qui doivent sortir d'ici la fin de l'année. On en a déjà eu plus de la moitié d'ébauches de feuilles de route qui ont été remontées à l'été. Donc, malgré l'incertitude politique qui a eu lieu depuis plusieurs mois, les territoires ont continué à travailler fortement. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la question, c'est de faire en sorte que les feuilles de route peuvent sortir d'ici fin d'année et de préparer l'année 2 des COP. L'année 2, c'est quoi? Ça veut dire compléter, enrichir ces feuilles de route parce que tout ne va pas être construit en 6 mois et les aider surtout à sécuriser leur mise en œuvre. Ça veut dire, effectivement, il y a un sujet de financement, il y a un sujet d'emploi, il y a ces sujets de coopération, sujet d'ingénierie, sujet d'outils numériques. Et donc maintenant, il ne faut pas qu'on remette des feuilles de route qui soient publiées et qui permettent de faire des grandes messes, mais vraiment qu'ensuite on suive la mise en œuvre et qu'on les aide dans ce sens. Il commence à y avoir des questions qui arrivent en ligne. Quel va être l'impact de la régulation budgétaire sur les dynamiques régionales lancées? Alors, je ne sais pas si vous savez la réponse ou pas. Est-ce possible de mobiliser des fonds communautaires sur ces sujets? Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens ont ce type de réponse consolidée, mais en tout cas, les éléments que j'ai, il y a plusieurs très bonnes idées derrière ça. Je commence par les fonds européens. Effectivement, ça, c'est un sujet qu'on regarde de plus en plus. On le voit même sur le sujet emploi. On a le fonds de transition juste, on a différentes choses, et je peux laisser les autres intervenants aborder, mais on a ça, notamment dans les territoires qu'on évoquait, qui ont des industries fortement émettrices. Donc il y a ça. Sur l'aspect budgétaire, de manière globale, effectivement, de toute façon, ça a un impact sur tous les politiques. Ce n'est pas un sujet juste de transition écologique. On voit en tout cas dans les articles qui sont sortis après l'été sur l'impact des lettres plafond, un des ministères le plus concernés, c'est le ministère du Travail. Et donc en fait, quand on voit qu'on est sur la transition écologique et le travail, en fait, c'est un sujet interministériel. Donc c'est pas juste de dire si on baisse ma prime rénov, ça va casser ça. En fait, au-delà de ma prime rénov, où en fait on avait des sous-consommations la première année par si on casse la dynamique pour former les artisans, ça aura un impact plus grave sur la réno de bâtiments que certains autres sujets budgétaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes à discuter par ailleurs. Non, le troisième sujet au-delà des fonds européens qu'on regarde aussi, c'est tous les mécanismes. On parle aussi, c'est aussi paru dans les médias récemment. Comment mieux utiliser d'autres dispositifs, comme par exemple les C2E, qui sont là, alors qui sont plus ou moins discutés sur leur efficacité, leur impact, leur pilotage, etc. Non, mais il y a plein de sujets derrière ça. Mais en fait, il y a de l'argent. Le sujet, c'est pas toujours qu'on manque d'argent. Parfois, il est pas toujours bien utilisé. Ou on a des sujets d'efficacité dans plein d'aides, de simplicité. Non, mais c'est évident. Sur ma prime rénov, par exemple, sur les sujets du bâtiment, on a un sujet fraude à régler, qui est pas la majorité des dossiers, heureusement, mais on a un sujet de simplicité, de rythme de versement d'aide. On a plein de sujets où aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est aussi un des éléments qui ressort du discours de politique générale du Premier ministre, c'est l'efficacité des aides. Et souvent, on a tendance à opposer ceux qui veulent augmenter les aides et ceux qui veulent les couper. Mais en fait, c'est pas trop ça le sujet à la fin, c'est de savoir comment on assure d'avoir des résultats. Et donc,
malheureusement, en fait, dans un cadre de contexte budgétaire, on a tendance parfois à vouloir à pas avoir de temps toujours pour optimiser ça. Et c'est là où, en fait, nous, on a un double sujet. C'est faire, certes, aller capter d'autres gisements, mais surtout s'assurer de l'impact de ce qu'on vise comme politique publique. Il y en a qui veulent apporter un élément à cette question spécifique sur, sur les fonds communautaires. Parce que je vois en même temps le temps qui file, on a encore beaucoup de sujets à aborder, les questions qui arrivent, mais allez-y, c'est important de répondre. Peut-être en deux mots, parce que je ne peux pas totalement ne pas rebondir sur les enjeux budgétaires. Nous, du côté de la société civile, des ONG environnementales, on est effectivement assez inquiets sur la préservation des budgets d'investissement. Il y a des secteurs qui ont absolument besoin d'investissements très lourds. On a le rapport du panorama des financements climat qui vient de sortir, produit par I4CE, sur les secteurs de la rénovation énergétique du bâti, des transports ferroviaires, par exemple. On a besoin de préserver ces investissements. Et localement ou partout, finalement, à tous les niveaux, les acteurs ont besoin de l'appui de ces investissements publics et privés pour réaliser la transition. J'ajoute qu'on a aussi une interrogation sur le budget de l'emploi. On sait que il y a les budgets des politiques de l'emploi sont aussi dans le collimateur. Alors, il ne s'agit pas forcément ici de dire il faut absolument préserver dans un contexte budgétaire très contraint tous les budgets, mais peut-être bien cibler et surtout ne pas déshabiller les budgets des politiques de l'emploi qui vont aller vers l'accompagnement des mutations qu'on est en train d'évoquer, parce qu'on a une crainte sur ce sujet. Par ailleurs, les mutations qui sont à animer dans les territoires, elles nécessitent de l'ingénierie, elles nécessitent de la compétence d'ingénierie, de politique publique, et c'est important. Et je pense que, dernier élément sur ce point, on ne parle pas suffisamment de l'Europe en matière de transition juste, elle n'est pas suffisamment valorisée, alors peut-être parce que c'est un sujet complexe ou peut-être pas encore assez visible ou émergent, mais on a le fonds de transition juste. L'Europe a mis sur la dernière mandature, sur le budget en cours, 17 milliards d'euros à l'échelle européenne pour favoriser la résilience des territoires qui sont potentiellement fragilisés par les impacts de la transition énergétique. Donc il y a des enjeux de ciblage, de partage, de gouvernance également, mais l'Europe s'engage en la matière et c'est encore trop méconnu. Alors oui, oui, tous réagir. Je ferai réagir François Fontaine et après il faut vraiment qu'on passe aussi au sujet de la formation parce que je pense que ça a été évoqué et c'est le sujet majeur. Mais évidemment, allez-y, je vous en prie. Tout possible, mais niveau territorial plus enjeu d'efficacité de l'usage des deniers publics. Clairement, pour rebondir sur ce que tu dis et prendre l'exemple du fonds de transition juste, il y a un sujet de gouvernance en fait au niveau territorial et je reviens sur cette idée de dialogue territorial. On a aujourd'hui les 50 plus gros émetteurs industriels qui bénéficient d'un certain nombre d'aides publiques à juste titre. On a ArcelorMittal qui mise davantage sur son site au nord de la France et beaucoup moins sur son site au sud de la France. Aujourd'hui, nous, on a des équipes chez ArcelorMittal qui se retrouvent en difficulté parce qu'en manque de visibilité sur leur avenir. À côté de ça, sur la même région, on a un certain nombre de projets qui se développent comme des projets photovoltaïques ou autres dans les énergies renouvelables. Et donc, un fonds de transition juste de ce type-là devrait mettre les acteurs dont on parle depuis tout à l'heure autour de la table pour justement y envisager la réorientation et la reconversion d'un certain nombre de travailleurs. Aujourd'hui, la gouvernance de ce type de fonds n'est pas ouverte et pourtant, il en va de l'efficacité de l'usage des deniers publics derrière, à budget constant ou à budget en réduction. Alors, ce que je propose, c'est peut-être que François Fontaine commente. Vous pourrez commenter derrière et je continuerai avec vous sur le sujet de la formation. Allez-y, François Fontaine. Être assez court. Donc, je pense effectivement qu'il y a un sujet d'efficacité. Mais ça veut dire qu'il faut commencer peut-être aussi à prendre au sérieux les évaluations qui existent ici ou là et pas réagir uniquement par des réflexes. Donc, on sait que certaines politiques, que ce soit d'emploi, de rénovation, etc., certains instruments ne sont pas très efficaces. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inventer d'autres instruments. Ça ne veut pas dire qu'il faut déshabiller complètement. Mais je pense qu'il faut prendre les choses relativement au sérieux. Et effectivement, je pense qu'il y a des politiques qu'on peut abandonner. Donc, bon, voilà. Donc, ça c'est un point. La formation, donc, on y reviendra tout à l'heure. Mais je pense, de manière générale, il faut se demander quelquefois aussi pourquoi est-ce qu'on met de l'argent. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que l'État va investir ou va aider une entreprise ? Puisque, après tout, certaines entreprises peuvent être parfois profitables. Si l'entreprise n'est pas profitable, il faut se poser la question de savoir pourquoi aussi. Parce qu'on peut aussi, dans certains cas, mettre de l'argent à fond perdu et sans réussir malheureusement à sauver l'entreprise. Quand on aide une entreprise, il faut qu'il y ait une raison notamment sociale pour cette entreprise. Est-ce que c'est parce qu'elle a une valeur dans le territoire particulière ? Est-ce que c'est qu'elle a une valeur dans la transition particulière ? Est-ce que c'est parce que cette entreprise-là fait par exemple face à des contraintes de crédit qui est que c'est pas qu'elle n'est pas profitable, c'est qu'elle n'arrive pas à mobiliser des instruments de financement. Et à ce moment-là, par exemple, on peut apporter. Donc je pense qu'il y a vraiment la question de l'efficacité qu'il faut se poser et la question de savoir d'où vient exactement le problème.
Je vais juste faire un autre exemple. La question sur laquelle on va revenir, donc je ne vais pas trop développer, mais la question des métiers en tension. Parce qu'un métier... Vous pouvez l'aborder dès maintenant, parce que je crois qu'au vu de ce qu'on a encore à évoquer, vous pouvez, ça soulève un nouveau la point. question des métiers à tension, il faut se demander un peu de quoi on est en train de parler là. Parce que quand on écoute les uns les autres, énormément de métiers sont en tension. Mais généralement, des métiers en tension, c'est des métiers qui sont, a priori, il y a une demande des entreprises, donc ça veut dire qu'ils sont profitables, mais il n'y a pas suffisamment de personnes. Quand on est vraiment sur des métiers vraiment en tension, en général, ce qu'on observe petit à petit, c'est que les salaires progressent. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont besoin de salariés, elles sont profitables, donc ils ont une marge soit de progression des salaires, soit une marge de formation en interne. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des capacités de formation, en tout cas, ils ont la capacité pour payer ces formations-là. Dans tout un certain nombre de secteurs où on parle de métiers en tension, en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises disent on veut recruter, on veut recruter, on veut recruter, mais les salaires ne progressent pas, voire dans certains cas, en réalité, ils ont plutôt tendance à, en relatif par rapport à d'autres salaires, à reculer. Et donc ça pose un peu la question du levier qu'il faut mobiliser, parce qu'on peut former derrière, mais si en fait ni les conditions ni les salaires ne bougent, en fait on va former un peu à... Voilà. Et donc je pense que toutes ces réflexions-là, il faut prendre un peu le temps plutôt de se dire allons-y, il manque de personnes, on va former en masse et ça va magiquement... voilà. Alors c'est très bien parce que oui, alors justement, comme ça vous pourrez tout centraliser parce que finalement vous évoquez le sujet de la formation qu'on va lancer, mais qui derrière tout ça, à travers ce que vous dites, les métiers en tension, on pourrait parler des gisements comme l'immigration, les femmes, la féminisation, ça fait partie aussi de ces sujets, les droits à la reconversion. Enfin là, il y a beaucoup de thématiques qu'on pourrait essayer, on va dire, dans le quart d'heure qui vient de résumer globalement. Hélène Garner, vous avez peut-être quand même quelque chose parce que je voudrais vraiment aborder la question aussi du travail, parce que ça c'est un point important. Réagir à ce qui a été dit, puis lancer le sujet aussi de la formation. Finalement, parfois, on est en manque aussi clairement, aussi de formation, alors qu'il y a un vrai besoin sur ces sujets-là. Ouais, alors je voudrais rebondir juste avant sur les questions budgétaires, parce que je pense que c'est quand même une des clés, c'est de mieux articuler, là le budget il va se préparer, enfin il se prépare, il est préparé, de mieux articuler les dépenses au regard des objectifs qu'on se fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déconnecté. Il y a un budget vert, et je pense que les gens qui nous écoutent connaissent bien cet exercice, qui est une annexe au projet de loi de finances, sur lequel on pourrait prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on dit souvent de mettre la programmation et la planification écologique en lien avec la planification de nos finances, comme ça au moins... Et la planification des emplois, c'est-à-dire qu'il y a 4 missions il y a 4 programmes dans la mission Travail et Emploi, d'articuler, et du coup ça revient à ce qu'évoquait François Fontaine tout à l'heure, c'est-à-dire le ciblage, c'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu d'allocation et d'efficacité. Il n'y a pas forcément besoin de plus d'argent, mais de l'allouer différemment, de ne pas couper forcément de manière brute dans certains dispositifs, mais de penser un ciblage de ces dispositifs en lien avec les enjeux de transition écologique et des besoins en emploi. Aujourd'hui, le poste des exonérations et des allègements de cotisations sociales, c'est un des postes majeurs des dépenses de politique de l'emploi. Il n'y a aucun ciblage, il n'y a aucune conditionnalité qui est pensée en lien avec des objectifs de transition écologique ou d'anticipation des besoins en emploi, de formation. Donc, on peut imaginer qu'il y a une partie de cet argent qui subventionne des entreprises ou des secteurs carbonés. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Aujourd'hui, l'apprentissage, voilà, peut-être c'est ce que tu voulais dire, Emmanuel, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apprentissage, tout le monde découvre que c'est effectivement hyper coûteux et on verra les arbitrages. Mais il y a une manière de réduire le coût de l'apprentissage en améliorant son efficacité qui est évidente, de lutter contre les effets d'aubaine. Enfin, évidente. C'est jamais très simple, on l'a vu sur ma prime rénov, de réajuster, c'est-à-dire que les effets d'aubaine, les enjeux de fraude, de qualité, c'est difficile, mais néanmoins, on doit quand même pouvoir progresser et donc peut-être le maître mot, c'est d'articuler ces enjeux budgétaires, économiques et travail et emploi. Que ce ne soit pas cloisonné, parce qu'effectivement, c'est une perte d'efficacité et financière majeure. Sur la formation, alors souvent, quand on entend les employeurs et quand on parle de difficultés de tension, on entend c'est un enjeu de formation. Et souvent, on arrive sur l'éducation nationale et l'enseignement supérieur.
Certes, il y a un enjeu d'adaptation et de ce côté-là, mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a aussi une responsabilité partagée des employeurs à améliorer la qualité des emplois qu'ils offrent. Et donc, ça passe par des salaires et aussi des enjeux d'amélioration des conditions de travail pour rendre à la fois ces filières attractives et pour garder les gens dans ces filières et les faire progresser aussi dans une perspective de mobilité. Il y a quelques dispositifs qui existent aujourd'hui, notamment de reconversion professionnelle, à l'initiative des partenaires sociaux, notamment le dispositif transition collective qui visait justement à accompagner des salariés de secteurs dont on pense qu'ils vont perdre des emplois vers des secteurs porteurs. Donc c'était sur le papier un dispositif bien pensé, sécurisé, mais qui peine à se déployer. Donc il y a très peu aujourd'hui de salariés qui sont concernés par ce dispositif. On pourra reparler peut-être, vous avez des hypothèses. Mais voilà, donc penser des dispositifs, c'est aussi une ingénierie qui demande du dialogue, de la visibilité. Il faut que les acteurs aient le temps aussi de connaître les dispositifs, de se les approprier, qu'on puisse les évaluer. Et ça, ça nous dépasse un petit peu autour de la table, mais c'est des enjeux aussi de stabilité et de visibilité. Les acteurs, on l'a vu dans le bâtiment, ils s'engagent aussi s'ils sont sûrs que les marchés ils sont matures et que les investissements qu'ils font aujourd'hui, ils vont être rentables. Et les revirements sont extrêmement coûteux en termes d'efficacité et d'anticipation. Donc, il va falloir donner un sacré coup de booster, on l'a bien compris, sur la formation. Anne-Juliette Lecourt, justement, vous pouvez réagir, je ne vous oublie pas, on continuera le tour de table, notamment sur ce que disait Hélène Garner, la visibilité dont on a besoin, la question des droits à la reconversion, l'attractivité aussi, dont vous parliez déjà tout à l'heure en début de... Ça fait plusieurs questions. Voilà, c'est ça. Là, vous avez compris comment j'essaye de resynthétiser tous les sujets. Non, sur la question de l'efficacité et effectivement, on ne va pas former des gens qui, comme le disait Emmanuel Schneider tout à l'heure, qui partiront de toute façon parce que les conditions de travail sont difficiles, le parcours de rémunération, comme ça vient d'être dit, est absolument inexistant. Enfin, il y a un vrai sujet pour rendre effective la transition écologique et d'où la question de considérer la question à la fois de l'emploi et à la fois la question du travail. Après, il y a la question de comment cibler, comment mettre à l'échelle le dispositif de formation-certification jusque dans les territoires, à l'échelle des bassins de vie, puisqu'on ne va pas traverser la France pour se former non plus. Il y a une question de bien identifier effectivement que les acteurs aient une bonne visibilité à la fois des métiers de la transition écologique, qui sont en partie, pour une grande partie, les métiers qui sont déjà en tension, vous le disiez, mais aussi pour une autre partie qui sont les plus impactés par le changement climatique. Donc ça fait quand même beaucoup de difficultés, beaucoup de nœuds dont il va falloir discuter. Et donc, enfin, pour essayer d'atterrir le plus vite possible, toutes ces dimensions-là, qu'est-ce qui les embarque? C'est le dialogue social, en réalité. Enfin, on a besoin d'une GPEC de la nation, ça on l'a dit, d'une coordination des acteurs aux différents échelons, mais on va aussi avoir besoin de poser un diagnostic au sein d'une filière, au sein d'une branche, mais jusqu'à l'entreprise, pour organiser de la réorientation stratégique de mon entreprise jusqu'à l'anticipation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc ça va vouloir dire, effectivement, négocier sur l'organisation du travail, réviser les conventions collectives pour intégrer les enjeux du changement climatique, par exemple, et aller au-delà que juste mettre à disposition des fontaines à eau, par exemple. Enfin, vraiment prendre en charge le sujet véritablement. Et puis, peut-être sur le volet métier accélérateur de la transition écologique, alors il va pas y avoir beaucoup de nouveaux métiers, il va y avoir des métiers un peu accélérateurs, comme on dit, ceux qui sont en lien avec l'amont, l'aval, ceux qui gèrent la mobilité dans l'entreprise. On n'arrête pas de dire qu'il y a des métiers maintenant, il y a des métiers dans 10 ans, 20 ans qui n'existent pas encore et qu'on va voir apparaître. C'est toujours comme ça, donc c'est facile pour la formation des jeunes aussi. Mais donc il y a des métiers qui organisent, qui transforment les usages, ceux de l'aménagement par exemple, etc. Mais en vérité, c'est tous les travailleurs qui sont impactés, qui vont devoir
ajouter une petite couche à leurs compétences. Et donc le sujet aussi de la reconnaissance de cet enrichissement des compétences va toucher bien plus largement que la question des secteurs de la transition écologique. Et donc ça, c'est aussi une révision des classifications pour pouvoir embarquer, proposer un véritable parcours professionnel. Et donc, le seul moyen de l'embarquer, c'est bien le dialogue social. Et donc là, peut-être qu'on pourra y revenir plus tard, mais on a nous, partenaires sociaux, on s'est engagés justement, on a acté cet enjeu-là, au-delà des obligations environnementales et des obligations de transformation auxquelles sont soumises un certain nombre d'entreprises, si on veut véritablement sauter le pas, d'aller au-delà de la simple mise en adéquation face à ces obligations environnementales, on a besoin d'initier des agendas sociaux, de diriger des agendas sociaux à tous les échelons pour pouvoir poser ces enjeux-là et croiser cette transformation environnementale et les enjeux emploi-travail. Et donc, on a un certain nombre d'exemples qui essaient de poser ces enjeux-là. On a la branche pharmaceutique qui a pu négocier un accord transition écologique qui vise alors à la fois à remettre en conformité tout le monde face à notamment par exemple l'obligation de bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en même temps à installer des commissions environnement dans les entreprises qui sont couvertes par la branche, avec des clauses de revoyure, des indicateurs de suivi. Donc on se projette, voilà, il y a véritablement là la possibilité de se transformer plus structurellement parlant, je veux dire. On a à l'échelle de l'entreprise Engie Green qui a posé aussi un certain nombre de dispositions du même ordre. Et puis, on a toutes les négociations qui ont pu avoir lieu, je pense à la FNTP, donc travaux publics, qui ont posé la question de l'attractivité, peut-être pas poser la question de l'attractivité en embarquant spécifiquement la question de la transition écologique, mais rien n'empêche, dans l'opérationnalisation ensuite de l'accord, de l'embarquer. Donc il y a aussi s'appuyer sur l'existant et pouvoir embarquer les enjeux d'attractivité, conditions de travail, organisation du travail. Et là-dessus, l'ANI, l'accord national interprofessionnel transition écologique dialogue social, pose tous les fils à tirer. Enfin, l'existant, on a des leviers, autant technologiquement parlant, on a des solutions, autant on a dans les entreprises, dans les branches, les filières, un certain nombre de leviers qu'on peut tirer pour pouvoir négocier, planifier, hiérarchiser les chantiers en embarquant toutes ces dimensions-là. Je vous ferai réagir dans un instant, Emmanuel Schneider, parce qu'il y a des chantiers aussi qui sont en cours sur le sujet, mais Antoine Durand, sur ce sujet, globalement, on va dire formation, attractivité, tout ce dont on parle depuis quelques minutes. C'est un sujet clé. On est convaincu que l'attractivité, elle peut se résoudre par la mobilisation, notamment de la dimension locale. On l'a évoqué dans ce cadre-là. Globalement, il faut évidemment penser la question du travail en lien avec la question des emplois dans la transition écologique. Il y a des réelles opportunités. On a pris l'exemple de la sidérurgie. Concrètement, les hauts fourneaux en termes de qualité de l'air intérieur, dans l'espace de travail, il y a quand même quelques enjeux. Et la décarbonation est une opportunité pour associer amélioration des conditions de travail, évidemment lutte contre le réchauffement climatique et même peut-être préservation de l'emploi si on est sur des scénarios mieux-disants en termes d'emploi industriel. Donc là, on peut cocher pas mal de cases. On peut associer les questions de conditions de travail, les questions de travail et les questions d'emploi. Je voudrais évoquer aussi un autre secteur qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué ou un peu rapidement, mais sur l'agriculture. Effectivement, sur l'agriculture, on a des enjeux énormes de transition écologique, de transition démographique. Les travaux de France Stratégie sur la question de la qualité des emplois sont significatifs et montrent que dans ce secteur en particulier, il y a des enjeux de qualité de l'emploi et donc d'attractivité qui sont absolument significatifs. Je prends juste un exemple. Là, il faut évidemment associer la réflexion sur la transition démographique nécessaire du secteur, sur la transition écologique indispensable à ce secteur, avec la question des conditions de travail et le dernier rapport d'une association membre du réseau Action Climat de la Fondation pour la Nature et l'Homme montre que aujourd'hui, on a par exemple dans la filière de l'élevage un scénario qui est -10 ans pour les conditions de travail, pour les rémunérations et pour l'emploi. Donc
Alors qu'il y a un autre scénario qui est sur la table, qui est lui plus favorable à l'emploi, même si on n'est pas forcément sur des gains énormes, mais au moins qui permet de préserver et l'emploi et les conditions de travail. Il faut qu'on crée ces alliances-là et il faut qu'on aille vers ce type de modèle et des réflexions. Et pour le coup, sur ce secteur-là, on a encore pas mal de verrous qui doivent faire l'objet de dialogues constructifs. J'en profite pour dire qu'on a mis en lien aussi quelques ressources parce qu'il faut aller aussi au-delà de cette conférence en ligne, même quand on voit bien en 2 heures aborder tous les sujets, c'est compliqué. Donc on vous renvoie sur d'autres documents pour creuser. Emmanuel Schneider, pour réagir à tout ça, quand on parle de formation, je disais aussi, il y a quand même des chantiers quand même qui sont lancés parce qu'il y a une vraie prise de conscience que l'enjeu est fort. Non, mais effectivement, c'est un bon point. Peut-être en termes de formation, pour revenir juste sur le sujet d'efficacité des finances publiques, si on regarde moi, 2 points sur la carte de formation professionnelle, d'abord, parce qu'en fait, c'est un des grands leviers qui découle de dernières réformes, c'est-à-dire qui permet de faire évoluer la carte de formation professionnelle plus rapidement. Ce qu'on se rend compte globalement à l'ordre, si on compare les besoins futurs en emploi avec les places de formation existantes, j'y reviendrai après, c'est une forme de simplification. En fait, on se rend compte qu'on a à peu près à l'ordre 1 assez de places de formation pour la formation initiale. Le problème, il est ensuite, c'est que premièrement, c'est assez hétérogène sur les territoires et les régions. Si on se met que dans le bâtiment, par exemple, il y a certaines régions par rapport aux besoins en emploi futur qui n'ont pas assez de places de formation, donc on sait déjà qu'il y aura une tension, et d'autres où il y en a un peu plus. Mais bon, ça à la limite, c'est moins gênant par rapport aux déperditions là-dessus. Donc en fait, par secteur et territoire, c'est assez hétérogène. Et ensuite, c'est pas parce qu'on a une place de formation dans un secteur donné que non seulement elle est pourvue et que les personnes vont travailler dans ce secteur ensuite. Pour plein de raisons. Il y a des sujets parce que les enfants, les adolescents qu'on envoie dans ces filières n'ont pas forcément envie d'y aller à la base. Donc forcément, ça impacte leur envie d'y travailler après. Parfois, il y a aussi des entreprises qui disent, bon, on leur apprend pas des connaissances utiles, donc dans tous les cas, que je les prenne d'ici ou d'ailleurs, ça sert pas à grand chose. Donc ça impacte aussi, d'où les sujets de contenu de formation. Donc on a tout ça à revoir. C'est déjà l'allocation des places de formation par secteur et territoire, et ensuite le contenu et l'orientation. Donc on revient jusqu'à l'orientation avant. Donc ça, c'est un des points qu'on essaye de discuter, notamment dans le cadre des emplois, du sujet emploi, dans le cadre des COP. Par la suite, c'est d'essayer de commencer à regarder, région par région, quelle est l'offre de formation, quel est le taux d'accès à l'emploi, le taux de poursuite d'études, et de regarder un peu ça par rapport aux besoins. Et l'avantage qu'on a, qui est quand même un point très positif depuis l'année dernière, c'est que maintenant on a les données pour le faire. D'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir des plateformes type InsertJeune ou InsertSup, où on a maintenant ces données, carte de formation territoire par territoire, avec les noms, etc. Et ça peut nous aider à beaucoup mieux qu'avant piloter cette offre de formation, en tout cas au moins initiale. L'autre point que je voulais dire sur la partie efficacité des finances publiques, sur l'apprentissage. L'apprentissage, on le voit maintenant, on a des ordres de grandeur, c'est plus ou moins 15-16 milliards d'euros par an. Là, on le compare par rapport aux sommes qu'on évoque actuellement dans le débat public, 20 milliards d'économies pour l'État. Donc, en fait, en ordre de grandeur, c'est quelque chose de significatif. Là-dedans, dans les chiffres qu'on a, on a à peu près ces dernières années, puisqu'il y a une explosion de l'apprentissage, de mémoire, les chiffres exacts, vous pourrez les trouver, que ce soit sur notre site internet ou dans les documents de France Compétences, à peu près 40% de gens, c'est au niveau master. Ce n'est pas les personnes qui ont le plus de difficultés à l'insertion dans l'emploi. Donc, est-ce que 40% de 16 milliards, ça mérite d'être ciblé ou pas sur certains secteurs ? La question peut se poser. Et ensuite, l'autre chose qui, moi, m'inquiète personnellement plus, c'est qu'une partie dans les niveaux 3 à 5, donc au-delà de master, en fait, beaucoup d'apprentissage, par exemple, sur l'activité de concession et de garagiste. Et en fait, la question, c'est qu'on forme beaucoup d'apprentis dans des métiers qui ont vocation à décliner dans l'avenir, parce que l'électrification des véhicules, et maintenant on commence à avoir un peu de recul là-dessus. Et du coup, si on dit qu'aujourd'hui, on forme des jeunes de 15, 16, 17 ans, massivement dans des métiers qui ont vocation à décliner, donc il faudra les former derrière, en termes de double efficacité de la dépense publique, c'est des vraies questions là-dessus. Du coup, ça revient sur la question du ciblage, et là, on a un focus transition écologique, mais on peut l'avoir aussi sur le sujet de la santé, numérique, sur certains grands secteurs, d'avoir un peu de ciblage, et ça c'est d'où ce qu'il disait avant sur la GPEC de la Nation, de ciblage là-dessus sur des dispositifs qui sont quand même colossaux. Là, l'État, sur l'apprentissage, peut investir par jeune 15 à 20 000 euros, enfin, au cumulé avec différents canaux. C'est massif, et du coup, si c'est pour des jeunes qui, dans quelques années, n'auront moins d'emplois ou devront de toute façon être formés, c'est quand même des montants importants. Et donc, c'est pour ça que je reviens au départ. Le sujet, pour moi, c'est pas de demander plus d'argent, parce qu'on investit beaucoup là-dessus. C'est comment on cible mieux pour être sûr qu'on répond aux besoins futurs par secteur et territoire. C'est pour ça, pour moi, ça, c'est un des sujets. Et on commence à avoir de plus en plus de données pour faire tout ça. Et ce qu'on ne pouvait pas nécessairement faire par le passé. Et du coup, maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à intégrer ces marqueurs pour piloter un peu mieux ces dispositifs.
Tout ça dans le dialogue social, on a bien entendu. Alors j'en profite, je fais juste une page de publicité parce que, et d'ailleurs il y a une question qui est en lien aussi avec le secteur public. L'IGPDE propose une formation qui est la montée en compétence des services de l'État en matière de transition écologique. La formation s'appelle Mon parcours transition écologique, que peuvent suivre les cadres supérieurs des services de l'État. C'est une formation obligatoire destinée aux 25 000 cadres supérieurs de l'État avec plusieurs étapes, un socle général de sensibilisation aux enjeux écologiques, la présentation de leviers d'action, on vient d'en parler, 3 conférences débats conçues par le CNRS autour des crises écologiques, notamment la diminution des ressources naturelles, l'effondrement de la biodiversité. Il y a une visite sur site et le passage à l'action avec l'élaboration d'une feuille de route individuelle. Donc ça aussi, il y a cette formation de ce côté-là. D'ailleurs, il y a une question, les travaux évoqués semblent s'intéresser surtout au secteur privé. Existe-t-il des réflexions relatives au secteur public ? Alors, effectivement, la partie dont moi je parle, on ne parle que du secteur privé. Ouais. Par contre, effectivement, on a aussi dans la partie secteur public, alors vous avez mentionné en plus, c'est ça dont j'aurais parlé principalement, la formation de 25 000 cadres supérieurs de l'action publique qui doit s'étendre à 2,5 millions d'agents publics par la suite. Donc, il y a un programme de formation. Il y a un autre dispositif ça va être service public éco-responsable qui vise à la fois à déployer un certain nombre d'actions, mais à avoir une autre réflexion sur les achats, les bâtiments de l'État. Et donc, on a plein d'autres actions qui nécessitent aussi de la formation. Et là, il y a une autre personne au SGPE qui suit ce genre de sujet. Donc oui, il y a des réflexions là-dessus. Stanislas Guérini était très allant sur ces sujets-là. Maintenant, c'est des sujets qu'il faudra réévoquer avec le nouveau gouvernement là-dessus pour voir la suite de ces programmes. Pour indiquer que la fonction publique territoriale est également mobilisée, on parlait de territoire et on sait que le CNFPT, en lien avec l'ADEME, je prends l'exemple du projet ITNRR que les auditeurs pourront retrouver sur Internet dans le cadre de France 2030 qui vise à former 10 000 agents publics territoriaux en Centre-Val de Loire avec une approche originale et assez ambitieuse. Donc il y a vraiment des initiatives qui émergent aussi et bien sûr il y a des enjeux fondamentaux pour la fonction publique. Oui, allez-y Anne-Juliette. Une phrase, on parle des métiers accélérateurs de la transition écologique, donc ceux de l'accompagnement des services publics à la fois au niveau national comme au niveau des décideurs, mais aussi territoriales, sont absolument décisifs. Alors, ils ne sont pas embarqués dans les prospectives emploi, mais il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là en termes de ressources. Alors, il nous reste à peu près une demi-heure. Je voudrais quand même aborder un dernier chapitre, parce qu'on a beaucoup parlé d'emploi. Je pense que vous avez encore des choses sur lesquelles vous pourriez réagir, mais je ferai un dernier tour de table de conclusion. On ne sait jamais si vous avez encore quelque chose à ajouter. Quand même, passer la parole pour clore ce chapitre, on va dire, à François Fontaine, si vous avez des éléments, on va dire, à apporter. J'en profite pour vous dire, ceux qui nous suivent en ligne, si vous pouvez largement poser encore quelques questions à nos intervenants. François Fontaine, vous avez des compléments à apporter à tout ce qui a été dit ? Tout a été très largement dit, donc je pense qu'on peut avancer. On va avancer. Donc, sur le sujet aussi, parce que je disais c'est intimement lié, on l'a déjà évoqué, d'emploi et de travail, il faut le penser, on va dire, et vous me l'avez dit, Hélène Garner, en gestion de crise, pas en gestion de crise justement, mais avec une adaptation plus structurelle en la matière. Ça va être plutôt un échange entre vous, Hélène, ça va être plus féminin, et Anne-Juliette Lecourt, parce que vous travaillez vraiment sur ces sujets-là, mais messieurs, évidemment, vous pourrez commenter. Je vous passe la parole sur aussi ces enjeux en termes de travail, Hélène Garner. Oui, merci. On a publié en juin dernier une étude assez originale. On a essayé d'estimer la part des travailleurs exposés au réchauffement climatique. Donc, c'est une petite partie de la transition écologique, mais à partir des données disponibles. Donc, on a utilisé les enquêtes existantes, donc qui ne sont pas complètement faites pour estimer ce type d'impact, mais on a des questions, notamment dans les enquêtes conditions de travail de la DARES et SUMER, qui nous permettent d'estimer qu'entre 14 et 36% des travailleurs seraient exposés à la chaleur donc dans le cadre de leur travail. Donc la fourchette, c'est lié aux enquêtes qu'on mobilise, les questions ne sont pas exactement ciblées là-dessus. Et donc on a pu avoir une liste des 23 métiers qui sont les plus exposés à une température élevée. Et ça a été dit, on retrouve les métiers qui vont être au cœur de la transition, les métiers en extérieur, donc les métiers du bâtiment, les métiers d'ouvriers qualifiés, ouvriers des travaux publics, ouvriers du gros œuvre, qualifiés et peu qualifiés, et les agriculteurs. Donc ça, évidemment, en haut des métiers les plus exposés, on a, là aussi, vous aurez dans les slides ce graphique, et puis la note est disponible sur le site de France Stratégie. Et donc,
c'est principalement la population des ouvriers qui est la plus exposée au changement climatique et au réchauffement climatique. Et ce sont des professions qui ont, on l'a dit, on le répète, mais des conditions de travail pénibles. C'est-à-dire, il y a quand même un cumul de faisceaux. Les enjeux de soutenabilité du travail, c'est-à-dire ce sont des métiers dans lesquels les gens ne se sentent pas en capacité forcément d'aller jusqu'à la retraite. On a aussi croisé avec cette question. Donc, on voit bien que la question du travail, des conditions de travail, elle est vraiment centrale pour réussir la transition écologique. Il y a l'anticipation des besoins d'emploi, la formation et les enjeux de travail. Les métiers verts, c'est pas forcément des métiers de bonne qualité du travail. Hélas, non. Ça faciliterait les reconversions, les mobilités. Mais non, les métiers du bâtiment, les métiers dans le déchet, dans l'économie circulaire, ce sont des métiers pénibles en termes de conditions de travail, des métiers qui ont du sens. Et donc là aussi, on peut aussi jouer sur cette question pour accroître leur attractivité. C'est des métiers qui ont du sens, qui vont participer à la transition écologique. Mais pour autant, en termes de salaire, et vous l'avez montré aussi, il n'y a pas de prime salariale verte pour ces emplois dont on a besoin et de conditions de travail. Il y a vraiment des enjeux d'amélioration si on veut y arriver. Alors Anne-Juliette Lecourt, là aussi vous suivez ça de près à la CFDT, évidemment vous l'avez déjà évoqué, pour rebondir sur les quelques chiffres aussi déjà évoqués par Hélène Garner. Oui, non, quand on lit l'étude qui a été faite sur le sujet, on croise bien effectivement les retours terrain qu'on a nous sur la détérioration déjà du fait de l'impact des changements climatiques, mais du coup une aggravation sur des métiers déjà peu favorisés en matière d'organisation de travail, de conditions de travail, de parcours de rémunération, je l'ai dit tout à l'heure, une aggravation de la pénibilité. On va observer en même temps que tous les métiers sont plus ou moins touchés. Je pense aux inondations qu'il y a eu en Hauts-de-France. Enfin, voilà, il y a des interruptions d'activité, il va y avoir des pertes de revenus. Je donne un exemple qu'on réalise quand on est dedans. On a eu des demandes d'activité partielle qui ont grimpé à ce moment-là, donc pas de perte de revenus jusque-là. Et puis finalement, l'entreprise est remise, alors je vais pas dire à flot, c'est un peu ça serait maladroit, mais remise en activité, pardon. Et en fait, la crèche d'un des salariés, pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ce salarié-là qui ne bénéficie plus du dispositif d'activité partielle puisque l'entreprise a repris ses activités. Et donc, on a notre équipe dans cette région qui a pu, notamment au bénéfice d'agents publics, ça a été plus compliqué côté secteur privé, de négocier du temps exceptionnel, aléa climatique ou post-aléa climatique, pour le dire autrement, pour pouvoir permettre à ces salariés d'attendre que la crèche soit réouverte pour pouvoir revenir travailler. Donc, il y a vraiment des enjeux aujourd'hui qui touchent tous les travailleurs, puisque l'inondation, elle n'a pas touché juste un secteur particulier. La question de surchauffe de serveurs, c'est dans les services. La question de bureaux surchauffés, c'est aussi dans les services. Donc, il y a véritablement, effectivement, un enjeu sur les métiers de la transition écologique, mais il faut intégrer que tout le monde est potentiellement touché en fonction des spécificités du territoire dans lequel on se trouve. Donc, il y a des secteurs qui vont être plus ou moins avancés. Dans le BTP, il y a un certain nombre de dispositifs. Aujourd'hui, maintenant, et on a œuvré à la CFDT pour que ce soit reconnu, le fait que la canicule soit indemnisée lorsqu'il y a des températures extérieures trop élevées, la personne peut être indemnisée. C'est pas le cas dans un certain nombre d'autres métiers qui sont pourtant impactés. Je pense, nous, à une équipe chez Aram qui a pu négocier un accord canicule parce que, justement, ça n'a pas été, l'indemnisation intempérie n'a pas été étendue à tous les secteurs qui, pourtant, sont les plus impactés. Industrie manufacturielle, entrepôts, donc chez Aram. Et donc, eux-mêmes ont négocié leur propre accord. Quand le Météo France annonce une température supérieure à tant de degrés, l'accord se déclenche et donc il y a un certain nombre de dispositions en termes d'organisation du travail qui se mettent en place. Mais effectivement, il y a un vrai enjeu à pouvoir massifier la prise en compte de la question à la fois de l'attractivité et des impacts du changement climatique sur l'attractivité, sur les conditions de travail, l'organisation du travail, etc. Dans le dialogue social. L'ANI pose aussi un certain nombre de fils à tirer, que les commissions thématiques donc dédiées à la santé, sécurité, conditions de travail puissent poser ces questions-là dans les entreprises, que les conventions, je l'avais dit tout à l'heure, de branches ou voire de conventions d'entreprise puissent
aussi s'interroger sur ces dispositions-là, que tous les documents qui embarquent, alors je ne vais pas donner tous les acronymes, mais qui embarquent ces questions qui visent à prévenir les risques dans l'entreprise ou visent à prévenir aussi l'interruption d'activité, donc les plans de continuité d'activité, puissent embarquer aussi ces questions-là. Je crois que c'est absolument essentiel pour pouvoir faire face à la fois à la question volume emploi, mais aussi à la question du travail. Et redonner, c'est aussi l'occasion de redonner du sens au travail. Et peut-être un complément, le dialogue professionnel qui vise à recueillir l'expression des salariés sur leur sentiment quant à leur qualité de vie au travail, quant à leurs conditions de travail, doit permettre de nourrir le dialogue social structuré autour de ces temps de négociation obligatoire sur ces questions et puis temps de dialogue dans l'entreprise. Parce que vous avez commencé à en parler, voilà, il y a des réponses à apporter, peut-être une nouvelle dimension de la pénibilité, on va dire, à apporter. On évoque du chômage climatique ou des confinements climatiques, pour ne pas évoquer des mauvais souvenirs, si je puis dire. Oui, vous pourrez les enjeux des dispositifs ou effectivement des manières de prendre en charge les effets de ce changement. Je vais revenir dessus, mais j'ai évoqué les métiers d'ouvriers, les métiers qui travaillent en extérieur, mais effectivement les métiers de service, et on le voit que ce soit les profs ou dans les hôpitaux, et notamment en lien avec la question de la qualité du bâti et de l'isolation, sont extrêmement impactés et ils n'apparaissent pas a priori dans les plus exposés au réchauffement climatique. Dans ce qu'on a constaté dans les travaux, c'est qu'aujourd'hui, les dispositifs réglementaires qui existent, ils sont insuffisants parce qu'ils sont souvent dans une logique de gestion de crise. Oui, c'est-à-dire, on pense que ça reste un événement exceptionnel. Donc, on met en place des dispositifs qui permettent de passer la crise. Et ça empêche l'adaptation, et là, c'est peut-être le maître mot aussi, hein, et on attend la publication du troisième plan, mais l'adaptation du travail et des conditions de travail et de l'organisation du travail. C'est parfois simple, on peut modifier les horaires de travail, les venues, parfois pas du tout, dans un hôpital ou dans et en termes d'acceptabilité des ouvriers du bâtiment qui travailleraient la nuit quand les températures sont plus fraîches, en termes de voisinage et de bruit, c'est pas. Donc tout ça se discute, s'anticipe, mais la question de passer d'une gestion de crise passagère à une logique d'adaptation, on n'y est pas encore complètement, et ça doit être fait au niveau national et local, évidemment. Donc, voilà, je disais, nouvelle dimension de la pénibilité, chômage climatique, pourquoi pas, il y a des choses aussi à anticiper. Il y a des propositions d'assurance climatique, de fonds de transition. On peut effectivement imaginer, compte tenu du contexte, des nouveaux dispositifs. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas forcément que ça coûte plus, c'est de réallouer aussi les dispositifs existants qui sont pas toujours bien ciblés, qui sont pas toujours articulés avec l'atteinte de nos objectifs, vers les dispositifs qui le seraient le plus. Je vais faire réagir François Fontaine et je vous ferai réagir après. Sur la question des problèmes d'assurance climatique, du point de vue du salarié, on va dire. Donc c'est sûr qu'il y a un certain nombre d'événements extrêmes qui vont se produire par des arrêts d'activité, temporaires ou définitifs d'ailleurs. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui l'assurance chômage soit dimensionnée en fait pour ce genre de problème. Parce que même de toute façon sur la gestion entre guillemets de l'assurance classique chômage, on voit bien qu'elle a des problèmes elle aussi, des problèmes budgétaires. Donc il y a quelque chose à penser là sans doute, ce qui suppose de savoir calculer un peu le dommage, et surtout en plus il y a un deuxième problème qu'il faudra je pense garder en tête, c'est qu'est-ce qu'on assure exactement et qu'est-ce que est la responsabilité de l'entreprise aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'adaptations qui sont éventuellement à la main. Voilà, donc jusqu'où on mutualise. Mais c'est sûr que cette question-là, à mon avis, elle va se poser à un moment. Et je pense qu'on a tout juste commencé en fait à se poser les uns et les autres ce genre de questions. J'ai pas de réponse particulière, mais c'est sûr que c'est un sujet. Ouais. Alors, vous pouvez réagir évidemment sur ce nouvel aspect que vous avez abordé. Anne-Juliette Lecourt, allez-y. Oui. Je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, il y a des réponses à penser au niveau national, avec notamment étendre. Je parlais d'étendre la reconnaissance canicule intempérie à d'autres secteurs, mais effectivement, il y a quand même le sujet
de est-ce que les dispositifs existants sont à la bonne dimension ou pas, est-ce qu'ils pourraient l'être, et ça pose la question du partage des responsabilités en la matière. Et clairement, quand je parle de dialogue social, aujourd'hui, il est tout à fait possible de négocier à l'échelle d'une entreprise, du coup, en fonction des caractéristiques du territoire et donc des aléas qui pourraient avoir lieu et de ce que ça peut engendrer comme interruption ou pas d'activité. On peut tout à fait, dans le cadre d'un plan de continuité d'activité ou dans le cadre d'un accord sur l'organisation du travail, penser à abonder, par exemple, 3 jours qu'on pourrait mobiliser, le cas échéant, en cas de remise en état de sa maison, si on a besoin de faire un gros nettoyage parce que tout a été inondé, par exemple. Enfin, ça, c'est tout à fait faisable, et je pense que les réponses, elles sont à tous ces niveaux-là à la fois, en fait, en réalité. Oui, vous pouvez réagir, et puis après Antoine Durand, mais allez-y, Emmanuel Schneider. Les risques qu'on a, et on le voit dans d'autres pays, je pense aux États-Unis sur l'agriculture, mais on a, c'est que les catastrophes climatiques, en fait, ont des interruptions d'activité et que plus personne ne veut payer à la fin. Enfin, qu'on voit, il y a des assurés qui commencent à refuser de payer certaines choses-là. On parlait des outre-mer tout à l'heure, il y a parfois des risques aussi en termes d'assurance avec... compliqué en termes de modèle de développement, voilà, pas mal dans l'agriculture, mais dans le tourisme aussi également, on a ça dans pas mal d'activités. Allez-y, Antoine Durand. Peut-être juste de rebond, d'abord évidemment sur la nécessité d'allier transition écologique et travail, c'est vraiment le cœur du propos du Conseil économique et social et environnemental dans son rapport du printemps, on y souscrit, il y a vraiment de nombreuses propositions pertinentes en son sein et qui ont été rappelées ici. Peut-être sur la question du sens et de l'attractivité, évidemment l'attractivité des filières clés de la transition écologique implique de réfléchir sur le fond, l'organisation et la qualité du travail, mais il y a un enjeu d'identification, de reconnaissance de ces métiers. Je prends l'exemple d'échanges que j'ai pu avoir avec, par exemple, des personnes qui accompagnent des demandeurs d'emploi, qui n'ont pas forcément identifié aujourd'hui le fait que conducteur de bus est un métier de la transition écologique. Donc il y a des métiers, on a parlé du bâtiment, et sur le secteur des transports, c'est vrai également, conducteur de bus, agent de maintenance des secteurs ferroviaires ou des transports en commun, ce sont des métiers évidemment clés sur lesquels il y a des tensions et qui sont aujourd'hui pas suffisamment identifiés comme étant les bras armés de la transition écologique et donc indispensables à la mutation dont on parle. Donc ça veut dire aussi, finalement, parler, tout d'un coup, la question me vient, parler en termes de communication aussi, parce que finalement, quand il y a des offres d'emploi, j'ai vu circuler notamment un acteur des services publics et des transports à Paris qui recrute en masse, mais peut-être qu'en communiquant aussi de cette façon, ça peut peut-être faire basculer aussi les choses, parce qu'on se dit comme ça, bon, conducteur de bus, d'accord, ok, mais voilà, et bus électrique, il y a le développement des transports, qu'on souhaite des transports publics, etc. Ça peut être un des axes. Tout à fait. 2 rebonds là-dessus. D'abord, la communication, oui, mais je voulais pas l'aborder d'emblée, puisque communication n'implique pas de ne pas réfléchir et collectivement sur la qualité du travail. Bien Donc, sûr, il y a vraiment les deux bien sujets. sûr, oui, c'est pas uniquement communiquer. Et sur la dimension communication, il y a communication certes, mais mobilisation d'acteurs à nouveau. Je prends l'exemple d'échanges que j'ai eu. On reste sur conducteurs de train, RATP, ou SNCF qui ont des grandes difficultés à pourvoir sur ces métiers. On parle de 100 000 emplois nécessaires dans le cadre des diagnostics qui ont été faits sur ces secteurs-là pour principalement les métiers de la maintenance et de la conduite. Donc là, il y a des vrais enjeux. C'est pas des métiers qui sont très sexy, très attractifs pour les jeunes, mais quand on discute avec l'Union des transports publics et ferroviaires, par exemple, ils nous disent quoi? Ils nous disent, par contre, c'est des métiers où il y a plutôt la sécurité de l'emploi, des métiers qui nécessitent des savoir-être un peu particuliers parce que il y a de la gestion, l'accueil du public, le lien avec le public, etc. Et donc, c'est des bons métiers pour des reconversions. Donc là, communication, oui, mais aussi, utiliser les bons leviers comme ceux de la reconversion, l'accompagnement des personnes en formation tout au long de la vie. France Travail a son rôle à jouer là-dedans, notamment. Voilà. Emmanuel Schneider, vous voulez réagir? Parce que vous avez des travaux, vous, spécifiques sur la notion, sur le travail en lui-même et ces questions qu'on soulève de pénibilité. Pas directement, je reviendrai sur le sujet du bâtiment après, mais moi je voulais juste rebondir sur, ça pose la question qui est revenue plusieurs fois des parcours de vie. C'est-à-dire, par exemple, dans le même transport, on peut être chauffeur, on peut évoluer vers de la maintenance, vers différents types de véhicules ou d'engins, et que tout ça, ça se pense parce que ça n'a pas les mêmes horaires, ça pose pas les mêmes choses, et ça, c'est un sujet important aussi dans le cadre des reconversions anticiper. Nous, on n'a pas de travail en tant que tel sur le travail là-dessus. On a beaucoup travaillé sur l'adaptation, même si effectivement, on a publié un court document cet été, mais effectivement, le grand plan d'adaptation, qui est effectivement le début aussi, parce qu'on voit, en particulier sur son volet financement, anticipation d'un certain nombre de choses, en fait, il y a des modèles économiques à réinventer, et ça pose des questions aussi complexes que demain, il y a le recul du trait de côte, vous avez des milliers de maisons à risque qui payent
parfois qui ont été construites sous forme dérogatoire, etc. Donc la question, c'est qui paye. Et il y a beaucoup de choses, en fait, le qui paye aujourd'hui, c'est pas du tout des réponses évidentes, d'autant plus dans le contexte budgétaire contraint qu'on va vivre fortement ces prochaines années. Sur l'attractivité, nous par contre, c'est un sujet qu'on essaye de prendre tout de même au sens large, puisqu'en fait, derrière ça, il y a la question des conditions de travail, de la pénibilité vécue et parfois perçue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de ces métiers qui sont conçus comme, et ça rejoint un peu toutes les problématiques qu'on a sur les métiers de l'industrie, comme pas sexy. Alors qu'en fait, dans certains cas, il y a certains de ces métiers où il faut un peu déconstruire certaines idées reçues en termes de conditions de travail, de rémunération. Voilà, il y a des sujets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet à régler, parce qu'il y a un peu de ça. On vient de parler de canicule en usine, donc il ne s'agit pas de le nier. Mais dans certains cas, par exemple dans le bâtiment, on voit qu'il y a certains de métiers qui se développent. Et en fait, on parlait coordinateurs de travaux de rénovation, etc., qui sont aussi des nouvelles opportunités, qui peuvent être des évolutions et qui là ont moins de pénibilité. Et du coup, il y a cette question, on se renvoie souvent vers les parcours de vie et la question comment on incite les personnes à leur donner envie de faire certains métiers avec des promesses d'évolution et de choses intéressantes par la suite. Et il y a un point qu'on a peu soulevé, mais que je souhaiterais remettre sur ce sujet de l'attractivité, c'est aussi le valeur et le message porté à l'école. Alors on a tendance à vouloir tout faire porter à l'école, donc c'est normal qu'on parle d'autre chose, mais aussi la question de la vision du travail manuel, des tâches là-dessus au collège et de leur développement, c'est un sujet important à remettre. On a beaucoup parlé de sujet climat, mais il y a le sujet de l'économie circulaire, on manque massivement de réparateurs. Surtout sur les équipements électriques et électroniques ou de textiles. Mais on n'a pas les réparateurs. Mais on manque de réparateurs. Donc en fait, demain, la question, comment on fait émerger plus de réparateurs? Et ça enseigne beaucoup de choses sur l'enseignement technologique au collège, par exemple, la vision qu'on en a, etc. Du coup, ça peut créer aussi, dans certains cas, des emplois pérennes dans les territoires. Et ça nécessite à nouveau, dans la partie, je parlais précédemment de l'orientation, de repenser la chaîne de valeur. Et ça interroge même sur la vision qu'ont les parents de certains métiers, les messages qu'on véhicule tous auprès des jeunes qu'on côtoie, et tout ça doit être revu. Et dans certains cas, on a des idées, et on le voit, des idées erronées sur la qualité ou la rémunération de certains métiers. On pense dans l'industrie avant, qui peuvent être des métiers dont on peut largement vivre, et mieux que dans beaucoup de métiers de service. Et donc, c'est tout ça sur lequel on doit travailler. Après, ça n'occulte pas tout ce qui a été dit et qui est très juste il y a des difficultés intrinsèques, notamment de canicule, et ça c'est pour ça qu'il faut le prendre des deux côtés. Il y a vraiment, nous on est pour le moment, parce que il y a des sujets d'adaptation, vraiment il y a des sujets très paritaires sur les conditions de travail. Nous on essaye de voir un peu comment on travaille un peu plus aussi sur l'aspect culture et image de ces métiers, un peu là en coordination avec d'autres ministères. Alors, je vous vois prêt à réagir. Ce que je propose, c'est qu'il reste à peu près une dizaine de minutes. Il n'y a pas une nouvelle question qui sont arrivées, comme quoi vous étiez tous très clairs. Je propose un dernier tour de table. Chacun, on va dire, en 2 minutes, si vous voulez réagir déjà sur ce qui a été dit, puis clore ce sujet qui, on l'a vu, plus on avance, plus on creuse. Et en tout cas, il faut aller plus loin que encore, même si elle était déjà, j'espère, assez complète, cette conférence en ligne. Voilà, sur ce sujet global, à la fois de l'emploi et du travail et des enjeux de la transition écologique. François Fontaine. Comme je suis économiste, je vais conclure en disant que ce qui est très important, je pense qu'il faut garder, parce que ça tire le reste. Encore une fois, le prix des énergies carbonées, le prix du carbone de manière plus générale, c'est fondamental. Sinon, il n'y a rien qui suit, il n'y a pas d'intérêt pour une entreprise à aller dans ce sens-là, il n'y a pas d'intérêt pour l'entreprise à bien payer sur ces métiers-là, il n'y a pas d'intérêt pour les gens du coup à se former, parce que derrière, ni les conditions, ni les salaires ne sont là. Donc je pense que c'est vraiment premier. Et donc, je pense qu'il y a un moment, il faudra que ce soit bien clair pour tout le monde. Il faut qu'on ait une trajectoire claire là-dessus, quoi. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut un signal fort, et il faut, au niveau européen, qu'on prenne des mesures aussi importantes en la matière. Antoine Durand, vous êtes en train de... Oui, je note justement la notion de signal et de cap. Pour nous, elle est absolument essentielle. C'est ce que j'évoquais sur la planification écologique. On voit sur les dynamiques marché et emploi de la transition écologique que c'est très très couplé avec les politiques publiques au sens large, prix du carbone, mais ça va être investissement dans le ferroviaire, ça va être ma prime Rénov et ses évolutions. On voit que ça a des impacts directs sur les marchés emploi. On voit que les acteurs économiques, l'écosystème emploi-formation s'alignent en fonction de ça. Donc on a besoin de caps qui soient évidemment ambitieux pour la transition bas carbone et tout à fait clairs. Et j'ajoute qu'on a aussi besoin d'espaces de discussion. On en a beaucoup parlé. Je voudrais finalement peut-être conclure pour ce qui me concerne sur la dimension de gouvernance, qui est peut-être
peut-être un peu techno, peut-être un Qui a peu été original qui a été évoqué en filigrane, mais qui est évidemment majeur. On parlait de peut-être un dialogue peu social, de créer aussi des Oui. instituts de discussion commune. Je vous ai interrompu, mais non, continuez. mais Voilà. c'est exactement l'idée en fait, tout à fait. Peut-être un peu original pour une ONG de conclure sur la gouvernance, mais on a besoin d'espace pour en parler de manière constructive, à l'heure en plus où on est dans une société assez divisée, un politique qui est aussi le niveau politique en difficulté de ce fait-là, qu'on ait des espaces de discussion constructive au niveau territorial et au niveau national, c'est indispensable. Et ça fait le lien avec un sujet qui nous tient aussi à cœur, qui est celui de la transition écologique juste, qui a été évoqué. Transition écologique juste effective dans les secteurs qui doivent voir leur activité se restructurer, voire avec des sujets compliqués comme les perspectives de diminution d'emploi. Et ça, aujourd'hui, dans les CSE, par exemple, ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder pour tous les acteurs et en dehors des CSE, pour les élus des territoires, pour tout le monde, parce que en fait, c'est des sujets qui, pour le coup, là aussi, ne sont pas forcément faciles. Et donc, on a besoin de créer les espaces d'échange, y compris sur ces sujets, même sur les sujets les plus difficiles, donc volontiers pour poursuivre les échanges. Exactement. Je sais que déjà, vous discutez déjà entre vous, donc c'est bien. Là, on l'a fait devant plus de personnes. Allez-y, Anne-Juliette Lecourt aussi. Je pense que vous pouvez que rebondir. Évidemment. Pour rebondir, je dirais aussi plus de moyens pour le dialogue social, puisque effectivement, il y a besoin aussi de se former, on l'a vu, on l'a dit, et puis y compris sur les enjeux de la transition écologique et de ses impacts. Non, peut-être pour conclure, on n'a pas peut-être abordé un pan, c'est aussi le parcours de la personne qui se forme. Je vous dis, on aurait pu faire 4-5 heures de webinaire. Et qui va potentiellement soit se reconvertir ou juste se former pour s'adapter un petit peu aux besoins des transformations qu'il va devoir mettre en œuvre. Et la CFDT défend l'assurance transition emploi qui viserait justement un socle minimal de droits opposables qui embarquerait à la fois les travailleurs, enfin les salariés, mais aussi les demandeurs d'emploi et qui rendrait plus aisé le parcours en la matière de l'information, de l'accompagnement, mais aussi la question du revenu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de perte de revenus et qu'il y ait au bout du bout la possibilité de discuter d'une revalorisation, en tout cas d'une reconnaissance de cette compétence qui aura été ajoutée au profil de la personne ou le demandeur d'emploi qui aurait été formé aussi dans le cadre de ce retour à l'emploi et peut-être réinsister sur la nécessité de dialogue social. Je crois que vous aurez compris mon propos, hein, on a une planification écologique aujourd'hui, on peut discuter du plus et du moins, enfin de ses limites sur certains aspects, mais clairement déjà si ça pouvait être une base dans les filières, dans les branches, de discuter de cette trajectoire qu'on est censé emprunter et puis de discuter du gap qui nous sépare de cette trajectoire-là avec ce qu'on est en train d'emprunter comme stratégie économique, je crois que ça serait déjà une bonne base de discussion et de dialogue pour pouvoir accélérer, massifier les transformations en la matière. Hélène Garner, et je vous passerai la parole pour la conclusion de la conclusion. Non, peut-être du point de vue des politiques publiques, je crois qu'on a tous souligné l'impact que ça peut avoir sur l'offre comme sur la demande d'ailleurs. Hein, c'est donc de la visibilité, de la cohérence, de l'articulation entre les politiques publiques. Hein, je pense que c'est vraiment un critère d'efficacité qui est complètement sous-utilisé aujourd'hui. Et puis de la stabilité. C'est vrai que le SGPE, ça a apporté dans le paysage une visibilité, une stabilité qui donne un cap. Voilà, il faut garder ça pour que les transformations elles sont majeures. Donc l'intérêt à agir. Je vois que le chantier il est colossal quand même en la matière. Et il est systémique, donc il faut agir sur plusieurs leviers en même temps. Il faut que quelqu'un commence et l'intérêt à agir, il dépendra en partie des enjeux économiques et puis de la stabilité. Voilà, on est sûr que ça vaut le coup. Sinon, on attend que quelqu'un d'autre commence. Je vais rester sur ce terme de coordination parce qu'on voit en fait la difficulté et on le voit au niveau local, c'est que en fait on veut financer, on veut ouvrir des usines ou déployer une politique publique. En fait, on essaie de se dire combien d'emplois on a besoin. Ensuite, on se dit du coup combien de gens on a besoin de former. Et après, ça pose la question de qui on oriente vers ces places de formation, que ce soit formation initiale et continue. On ne s'adresse pas à la même manière à des jeunes décrocheurs du système scolaire, à des jeunes qui sont encore en formation, à des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi, etc. Et en fait, tous ces pans sont gérés par des gens différents, avec des politiques sectorielles différentes.
au niveau national et territorial. En fait, c'est ça la difficulté, parce que si demain, on va avoir un tissu économique fonctionnel et qu'on ne veut pas répercuter des erreurs passées qu'on a faites parce qu'on a manqué d'anticipation, c'est tout ça qu'on doit mettre sur la table. Et donc, je souscris à ce qui a été dit en termes de gouvernance, de visibilité et d'efficacité des leviers. Parce que si on veut penser ce maillon-là, il faut aussi regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et pas taper à l'aveugle. Et ça, c'est ça qui va être une vraie difficulté devant nous. C'est au niveau territorial et aussi de garder cette nouvelle vision territoriale et par filière, de penser tout ça. Sur les COP, vous voyez, donc je la pose tout de suite et après comme ça vous pourrez embrayer sur la conclusion de la conclusion. Il est beaucoup fait mention des COP territoriales. J'ai lu que je le dis au nom de la personne qui écrit ça, que les COP sont surtout orientées vers les collectivités territoriales et non pour l'intégration et la coordination des politiques publiques. Est-ce qu'une modification de la méthodologie et de l'organisation de ces COP est prévue en ce sens? Alors. J'essaie de voir ce que je comprends de la question. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les feuilles de route qui vont émaner de ces COP, qu'on commence à voir et à discuter avec eux, avec les acteurs en charge de ça, c'est effectivement un programme de proposition de plan d'action mené par l'État et la région. Ce qui est vrai, c'est que dans le cadre de l'année 1 de ces COP, ça n'a pas forcément toujours associé toutes les catégories d'acteurs qu'on aimerait. On pourrait parler dans la sphère de l'emploi et compétences, France Travail, les OPCO. Dans certains cas, on a aussi les sujets, les DRETS et les DREAL. Il y a un lien parce qu'on a plein de services de l'État différents, les rectorats, les campus des métiers et des qualifications. Enfin, on n'a pas toujours, selon les régions, parce qu'en fait, chaque région, chaque binôme, préfet de région, président de région, a organisé sa COP et a invité les personnes comme il le souhaitait. Et donc, dans certains cas, tous les interlocuteurs n'ont pas été toujours invités. Et effectivement, dans le cadre de l'année de l'ECOP, là où je rejoins cette question, un des enjeux pour enrichir cette feuille de route et sécuriser sa mise en œuvre, c'est de s'assurer qu'on aura réussi à mobiliser toutes les catégories d'acteurs, ce qui n'a pas toujours été le cas ou dès le début, parce que c'était un exercice nouveau. Ça, oui. Si je comprends la question, c'est aussi l'articulation avec, on sait qu'au niveau territorial, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de stratégies. C'est aussi l'articulation par rajouter une couche sur le millefeuille, quoi. Mais articuler avec les plans existants et schémas. Et vous avez ajouté encore quelque chose en conclusion, allez-y. Non, mais je souscris cette partie coordination. Effectivement, moi, la vraie partie, on l'a dit un peu par rapport au début, c'est aussi cette logique de pilotage après dans la durée, parce qu'on voit qu'on fait de la prospective. Là, on est à mi-parcours avec des trajectoires qui ont bougé. La question va être aussi de savoir comment tout ça évolue pour, si besoin, ajuster certaines choses, et parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on dit, voilà. Et voilà, c'est ça, c'est la logique de pilotage et de suivi que nous, qui est perfectible à tout niveau, hein, nous les premiers, c'est quelque chose sur lequel nous, on souhaitera avoir un regard plus précis. Voilà, en termes de... qui n'est pas évident pour autant. Merci beaucoup en tout cas à tous les 5 pendant 2 heures d'avoir résumé cette problématique qui est large, un changement climatique, transition écologique, quelles conséquences sur le travail et l'emploi. Merci en tout cas vraiment pour cet échange. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Vous l'avez bien compris, on a mis également des éléments, des ressources, parce qu'il faut creuser évidemment au-delà de cette conférence. Mais en tout cas, comme on dit, si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce. Non mais pas seulement, il y a un replay aussi que vous pourrez retrouver bientôt sur la chaîne YouTube de l'IGPDE. Donc, il faut le diffuser très largement parce qu'on a bien compris que c'était un enjeu majeur et qu'il faut en parler. Donc, n'hésitez pas aussi à diffuser ce replay. Donc, merci encore et bon après-midi à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci.